départ au Yukon, moins 38 quoi. Ça j'avais jamais vécu de ma vie quoi. Jusqu'à moins 28 ça va. Quand on dépasse moins 28, par contre on sent que toute erreur aura une conséquence quoi. Donc il faut pas trop se tromper, ouais. Il n'y a aucune cabane sur 200 km. Et c'est l'endroit le plus dangereux que j'ai connu au monde quoi. Comme si on était sur un congélateur à ciel ouvert et avec du vent. Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra-trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants, qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Mon invité de la semaine, Thierry Corbarieux, est un homme des extrêmes. Je vous le dis clairement, j'ai été super impressionné par ce qu'il est capable de faire. Les courses auxquelles il participe et qu'il remporte régulièrement sont délirantes. La dernière en date s'appelle l'Iditarod, le départ se fait en Alaska en plein hiver et la distance à couvrir en autonomie totale est de 1000 miles. 1000 miles, ça fait plus de 1600 km par moins 40 degrés en tirant une luge chargée de tout son matériel sur 25 jours. Non mais vous imaginez un peu. Dans cet échange, Thierry nous parle de ce qu'il trouve dans ses formats hors normes et nous livre quelques anecdotes de galères qu'il a rencontrées en course qui vous feront sans doute frémir. Bravo à Simalp, le sponsor de cet épisode, pour avoir réussi à recruter un athlète de ce calibre dans son équipe ambassadeur. Simalp, c'est une marque française créée en 1964 par des amoureux de montagne pour des amoureux de montagne. Ils conçoivent des équipements de trail, d'alpinisme, de ski ou encore de randonnée. Donc c'est assez varié mais ça reste toujours dans l'univers de la montagne. Et ils mettent l'accent sur la technicité, la durabilité, l'innovation et l'accessibilité de leurs produits, ce qui est plutôt pas mal pour nos portefeuilles. Personnellement, j'adore le matos outdoor, je réalise des tests pour plein de marques différentes depuis plus de 10 ans. Donc je reconnais un produit de qualité quand j'en ai un entre les mains. Et dans le cas de Simalp, j'ai eu l'occasion de partir en montagne avec plusieurs de leurs pièces emblématiques. Première couche, veste isolante, veste étanche, short pantalon et ça n'a été que de bonnes expériences. Les produits sont bien pensés, c'est robuste et en plus, c'est français. Un détail que j'adore, ce sont les pictogrammes qui présentent les caractéristiques techniques de chaque produit, isolant, étanche, anti-odeur, etc. Ce qui est super pratique si, comme moi, vous commencez à avoir pas mal de vêtements outdoor dans vos placards et que vous vous y perdez. Simalp commercialise en direct sur internet, ce qui leur permet d'offrir des tarifs très compétitifs, donc foncez faire un tour sur leur site simalp.fr, CIMALP.fr. Excellente écoute à vous les frappés. Ma première question, Thierry, ce serait comment tu décris ta discipline? Parce que je te cache pas qu'en AUL, donc d'ailleurs merci à Nahuel de nous avoir mis en relation, mais quand Nahuel m'a parlé de toi, j'ai un petit fichier dans lequel je mets les invités potentiels avant de les contacter, et je mets, tu sais, un genre de tag à côté, donc aventure, militaire, ultra. Et j'ai mis ultra sur toi et je me suis dit non mais attends, en fait ultra jusqu'à présent j'ai eu des gens qui faisaient l'UTMB, tu vois, du 170 km. Et puis quand je suis allé regarder les distances que tu faisais, je me suis dit mince, attends, lui c'est pas 170, c'est 1600, donc c'est quoi en fait? C'est plus de l'ultra là, non? Ouais, alors, pour que ça reste quelque chose de facile à expliquer, moi je dis toujours ultra trailer, mais de format XXL, Ok. puisque ça décrit un peu le format, puisque effectivement les courses elles sont pareilles, c'est des formats ultra, mais ça va sur des distances un peu plus longues. Ouais, un petit peu plus long, ouais, effectivement. Bon, on va en parler en tout cas. C'est génial que tu sois là avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut commencer par du coup la genèse. Comment est-ce qu'on tombe dans l'ultra XXL du coup? Puisque tu étais déjà pratiquant d'ultra avant, si j'ai bien compris, hein, c'est pendant une épreuve d'ultra en gros que tu as eu une sorte de déclic, c'est ça? Ouais, le déclic, c'est en 2005. Là, je fais le marathon des sables alors que je Ouais. connaissais rien du tout au désert. J'étais jamais allé, j'avais jamais fait des distances pareilles. Et puis,
je me prépare pendant 2 ans après avoir fait quelques marathons. Et là, c'est la révélation. Là. Je me trouve dans le désert avec mon sac à dos, tous les repas, plus les vêtements que je vais mettre dans une semaine. Et je connais pas. Et cette surprise de me trouver là et de profiter un maximum et d'avoir de super sensations même pendant cette semaine-là, alors que j'avais aucune idée de ce que ça pouvait représenter. Et quand je rentre, je me dis vite, il faut que je revienne sur une épreuve pareille, quoi. Donc ça a été un peu le déclic. La révélation, et puis je suis allé très vite sur le non-stop. Alors bien sûr sur des formats américains, les 100 miles, parce que bon, c'est les courses qui sont le plus fréquentes. Et Ouais. mais voilà, donc j'en fais quelques-unes. J'ai commencé par la Libyan Challenge qui faisait 180 km. Là aussi je fais un bon résultat, mais en même temps je découvre quelque chose qui me plaît. Enfin, on nous laisse libre de faire des courses, peu importe le temps qu'on va mettre. Il y a un départ, il y a une arrivée, et au milieu, c'est toi qui te gères. Et ça j'ai beaucoup apprécié. Et de suite, je suis allé voir, alors, dès que je rentre, je vais revoir encore des distances pour essayer de voir si je suis capable de faire mieux. Et puis là, je tombe sur la 333, c'était le 10e anniversaire en 2009. Et là, c'est la surprise, parce que justement, je savais même pas si j'étais capable de finir cette course-là. Et là, je me trouve devant dès la première journée. Et je termine avec 7 heures d'avance sur le second, qui était quelqu'un qui l'avait déjà gagné plusieurs fois. Et là, je me dis, c'est incroyable. Moi, je voulais juste finir et je gagne cette course. J'établis le record, et Ah ouais. qui est toujours d'actualité en 56 heures. Et là, j'ai dit, c'est bon, c'est ce que j'aime, quoi. Voilà. Donc, ça va très vite, puisque l'année après, j'enchaîne sur la 555, bien sûr, qui est la grande sœur de la 333. Et toujours pareil, on monte dans les distances. On est passé de 300 à 500, pratiquement même 600. Et c'est toujours pareil. Alors là, je dis quand même, c'est un cap, quoi, parce que 600 kilomètres, ça commence à faire. Ça fait 5 jours et 23 heures, et je me rappelle encore, hein. Et 5 jours et 23 heures, et là, je dis, bon, mais ça fait quand même un peu long. Donc je reviens un peu sur des formats un peu plus classiques, mais toujours dans l'idée Et puis j'ai besoin de me challenger, j'ai besoin de vérifier si je suis capable toujours de faire des choses nouvelles et de voilà. Donc je vais sur des courses qui changent. Je passe du désert à la montagne après quelques années. Et là, là effectivement, j'ai une course qui se fait pas loin de chez moi, dans les Pyrénées, la Transpyrénéa. Et là, je suis obligé de me préparer pendant 2 ans. Alors, je suis super content parce que là aussi, je travaille ça avec mon équipe qui me suit un peu partout dans le monde, et puisqu'on a toujours besoin quand même d'une équipe pour préparer tous les paramètres, hein. Bien sûr que c'est moi qui suis l'instigateur à l'origine, mais ensuite, j'ai besoin de me préparer avec des gens qui connaissent. Alors, ça peut être sur plusieurs sujets. Et là, on est dans les Pyrénées et je vais pouvoir vivre ça au quotidien avec eux. Ils vont me voir sur le parcours en 2016. Et là, par contre, c'est malgré 2 ans de préparation hyper pointue, je suis très rapidement devant, mais avec le Joan Steele, le Suédois. Et je suis obligé de me contraindre à l'abandon avec deux périostites. Donc, Ah ouais. voilà, je fais quand même 140 km avec, mais quand je suis en marche arrière sur des descentes, je comprends que ça va pas le faire longtemps. Et je fais, ça devenait ridicule, quoi. Donc, bon, je suis obligé d'abandonner et voilà. Donc, toujours pareil, de se remettre en condition et de vérifier toujours si je suis capable. Donc, 2 ans après, cette course, elle se refait. Et je m'inscris, bien sûr, parce qu'on ne reste pas sur un échec. Et là, 1 mois et demi à peu près du départ, l'organisateur est contraint à arrêter cette course. Et là, on est des 260 coureurs et il y en a 80 qui disent, d'accord, on peut pas y participer parce que pour des raisons administratives, c'est pas possible. Nous, on va la faire en off, comme si on met un Ah dossard, ouais. on le fait en off. Oui, on s'était préparé depuis trop longtemps et moi j'avais trop envie de la faire aussi. Et donc on se prépare en off et on met un dossard et tout. Et là on part comme si on partait sur une course, mais sauf qu'il n'y a aucune organisation, quoi. Il Ouais. n'y a rien du tout. Il n'y a Et du rien, coup, rien côté du tout. ravito, comment tu Voilà, fais? et alors moi ça me dérange pas parce que j'avais pas pris par contre une grosse équipe parce que j'avais trouvé que la première fois justement c'était difficile
c'est difficile de pas discuter toujours avec les gens qui viennent te voir. C'est difficile de pas communiquer avec eux. Et c'est toujours de l'énergie dépensée. Et j'avais trouvé que ça avait été difficile justement de dépenser toute cette énergie. Alors cette fois-ci, je change carrément de fonctionnement. Je pars qu'avec mon épouse. Et là, on s'organise. Et même quand j'arrive sur le point de rencontre, on se parle pas trop. On avait tellement préparé avant qu'on n'a pas besoin de se dire grand-chose. On sait exactement ce qu'on doit faire. Et là, on n'en fait que le minimum. Et là, je me trouve dans des super conditions pour finir. Et là, par la même occasion, j'établis le temps de référence sur la totalité, hein, puisque la Transpyrénéenne démarrait que de Pertus. Et là, comme on était en off, on a dit, bon, on s'en fout, on va faire la totalité depuis le Banyuls. Banyuls-Hendaye, la globalité, 880 km, 65 000 de dénivelé positif, que je boucle en 12 jours. Alors, moi, c'était juste la terminer et essayer de faire le... Bon, je finis devant, bien, voilà, mais ça, c'était peut-être la cerise sur le gâteau. Mais je voulais absolument terminer puisque j'avais eu cet échec en 2016. Et en même temps, j'établis le temps de référence quelque part de cette traversée qui a été battue depuis par Eric Lavery et pulvérisé même parce que bon, il a mis un temps fantastique de moins de 10 jours. Et donc voilà, ça c'était un autre paramètre que j'ai voulu vérifier sur des distances folles avec des dénivelés incroyables. Voilà, c'est ce on a pu vérifier. Excellent. Excellent. Mais avant, du coup, donc tu t'expliquais que le déclic, ça a été pendant ce marathon des sables. Avant ça, tu baignais déjà dans le sport, je veux dire, tu Alors, exerces dans ce milieu ou... non, j'ai juste fait du sport étant jeune dans le rugby, milieu rugby. Alors, je joue à 15 et à 13, deux sports un peu différents, même s'ils se ressemblent beaucoup. On a le même ballon, il est ovale, mais au-delà de ça, c'est des sports différents. Jusqu'à l'âge de 20 ans, et à l'âge de 20 ans, comme je crée mon entreprise dans le domaine de l'électricité et la climatisation, donc là, je me consacre exclusivement à ça et je laisse tomber pendant une quinzaine d'années, quoi. Le sport complètement, je me consacre à l'entreprise. Donc l'énergie que j'ai mis après dans le sport, je l'ai mis dans l'entreprise avant voilà, un peu boulimique. Et puis à un moment donné, je trouve que c'est plus possible. Il me faut un exutoire, rester focus sur l'entreprise, on devient aigri. Donc Ouais. j'ai besoin d'aller faire du sport et puis je pense que ça me démangeait depuis un petit moment. Et puis je me mets voilà à faire un marathon, 2 marathons, 10 marathons et puis le marathon des sables. Mais voilà, je suis revenu au sport à l'âge de 35 ans. Ok. Finesse, c'est incroyable. Mais tu dirais d'ailleurs que sur des distances, donc on n'a pas encore fini hein, la liste de tes courses puisque tu as laissé j'ai envie de dire peut-être les trois plus importantes, t'en as pas encore parlé, mais on va revenir là-dessus. Mais tu dirais que sur des distances telles que tu cours maintenant, euh, l'âge est un paramètre important dans le sens où est-ce qu'en étant peut-être un peu plus âgé, tu vois, enfin je veux dire, est-ce que ça se trouve de Ouais. croiser des gens qui ont 20, 25 ans et qui finissent Alors, 500 miles? Alors, pas trop, non, bien sûr, mais on voit que bien sûr l'âge baisse un peu dans ces disciplines qui étaient exclusivement faites par des gens qui avaient de l'expérience. Mais Ouais, un peu comme au même titre que le marathon, hein, à ouais, l'époque, il était fait par des gens qui avaient de l'expérience et on voit que bon, la discipline, enfin, les gens qui la pratiquent rajeunissent. Et je pense que c'est un peu le phénomène qui est en train de se produire aussi dans l'ultra. Dans l'ultra, on le voit sur l'ultra classique, hein, 100 miles, comme je disais, on le voit, c'est quand même des jeunes qui sont devant. Mais dans ma catégorie, effectivement, de courses format un peu plus long, c'est vrai que ça reste quand même des courses où il faut avoir vraiment de l'expérience parce que euh, au-delà de la course et du physique, il y a tout l'aspect, je dirais mental. C'est pas que les ouais, jeunes n'aiment pas du mental, bien au contraire, mais ils en ont aussi. Mais tout ce qui est il faut avoir du temps aussi, il faut avoir une autre philosophie, il faut avoir fait plein d'autres choses. C'est l'expérience globale qui va faire qu'on est capable de faire ce genre de choses. Et souvent où ça peut bloquer quand on est jeune, mais effectivement quand on a pris un peu d'expérience et un peu de maturité, là où on aurait pu s'arrêter, bien on continue parce qu'on sait qu'on est capable, parce qu'on a vérifié ses paramètres, quoi. Et ouais. ça, je crois que c'est ce qui fait un peu rester enfin, qui fait que les pratiquants sont d'un âge un peu plus vieux, quoi. Ouais, ouais. C'est un peu Ouais, fou. non, mais c'est clair que, enfin, je sais pas par laquelle de tes trois courses on va commencer, mais j'arrête de faire du teasing. Mais j'imagine que quand tu pars courir 20 jours, 25 jours,
le paramètre connaissance de soi, capacité à lire certains signaux, à rester dedans mentalement, etc. C'est ça qui fait la différence. Peut-être bien plus que le physique, non? Même si Ben le oui, physique bien est sûr. évidemment super important, mais Ouais, tu as absolument raison, mais tu vois, même sur la dernière, on va y revenir, mais même là, j'ai appris, quoi. C'est ouais, tellement difficile. J'avais fait que 12 jours, sur le temps maximum que j'avais fait sur toutes mes courses, que ce soit la France-Pyrénéen, j'avais fait 12 jours, la 1000 dans le désert en Mauritanie, j'avais fait 12 jours. Là, je suis passé sur la dernière à 25 jours, et là, c'est une grosse différence, quoi. Et même là, j'ai énormément appris. Il y a plein de paramètres que je connaissais pas et je suis obligé de m'adapter. Et c'est vrai que ça fait toute la différence. Donc le côté physique, il est important parce que sans physique, on fait rien, surtout sur des épreuves comme ça. Mais le paramètre mental et expérience de l'épreuve et de savoir gérer ses temps forts et ses temps faibles, il est vraiment évident ce type de ouais. course. Ça, c'est indéniable, ouais. Donc, comme on en parlait, après la Transpyrénéen, j'ai voulu donc aller voir d'autres paramètres, vérifier d'autres. Et comme je suis un peu curieux, je suis allé me renseigner bon, c'est comme je fais tout le temps, hein, sur les réseaux, voir un peu la course qui me conviendrait pour me motiver en rentrant. Et là, je suis tombé sur la Spine Race, une course en Angleterre de 435 km. Alors là, c'est ni le désert, on est loin du désert parce que au mois de janvier, c'est pas le désert dans le nord de l'Angleterre, c'est plutôt la grande humidité. Et là, bon, il y avait aucun Français qui était pas, y allait vérifier un peu et n'avait participé à cette course. Donc j'avais aucune expérience en fait dans ce domaine-là. Et puis là, je m'inscris, bien sûr, parce qu'il faut que j'aille vérifier. C'est pas possible de pas connaître cette course. Quand je vois quelques vidéos avec le vent, les bourrasques, plus la neige et tout, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette course? C'est fou. Il faut aller voir ces Anglais, là. Et ça, Et c'était donc, quelle année, du coup, t'as dit, ça, pardon? ça c'était en 2012, après la Transpyrénéa. 2012. Et après, c'était quelques mois après le Tour des Géants. Donc là aussi, Transpyrénéa l'été. L'été 2000, alors c'était l'été 2016, oui, où là j'ai l'échec. 2016, oui, non, c'était plutôt 17 alors. Ouais, 2016. Ensuite, je fais le Tour des Géants un mois et demi malgré ma blessure. Je m'entraîne pas à rien. J'avais eu un dossard exceptionnellement. Iron m'avait eu un dossard, donc j'étais allé. Il me dit, est-ce que tu es capable d'aller faire ça? Je dis oui, bien sûr. Alors que je venais de me blesser, j'avais 2 périostites. Je dis oui, un mois et demi après la Transpyrénéen où j'avais abandonné parce que j'avais 2 périostites. Mais j'y vais quand même. J'ai dit, j'ai un dossard, il faut y aller. Donc je la termine, celle-là aussi. Et quand j'arrive dans la vallée d'Aoste, sur mon PC, je regarde, je vois cette Transpyrénée et cette Spine Race en Angleterre. Et j'ai dit, mais je vais m'inscrire. Et je me suis inscrit depuis le Tour des Géants. C'était quelques mois après, c'était en janvier, donc le Tour, je crois que c'est septembre. Voilà, donc, et quelques Énorme. mois après, je vais à la Spine Race. Et donc là-bas, effectivement, pour avoir des informations, c'était compliqué. Mais bon, peu importe, on sait qu'il y a un départ et il y a une arrivée, il faut arriver en Écosse. Bon, peu importe, faut s'adapter. Et là, vraiment, j'ai vu un peu le format anglo-saxon qui me plaît beaucoup. C'est, on nous met, on nous fait signer pas mal de décharges, comme quoi on est responsable de ceci, de cela, pour eux se décharger, clairement. Mais après, on nous laisse vivre notre aventure. On nous laisse tranquille, on vient pas nous vérifier. Et d'ailleurs, dans les 10 premiers kilomètres, il faut traverser des rivières. J'en ai jusqu'à la taille, quoi. J'ai dit, Wow. en France, on met des rivières avec du courant et tout. Et j'ai dit, mec, non, mais ils sont fous là. En France, c'est impossible de faire ça. C'est pas Ouais. possible. L'organisateur nous fait faire 15 bornes pour attraper un pont. Là, non, tu traverses la rivière. Donc c'est ça. Alors j'adore. Je me dis, c'est génial. C'est bon, j'ai un peu froid quand même, hein. J'adore sur le moment. Je sais pas si j'ai adoré, mais je me dis, mais ils sont fous. Ils nous laissent faire des trucs fabuleux là. J'adore. Et donc je continue. Et par moment, dans la nuit, là, j'entends une cascade même qui coule à côté de moi, mais, non loin. Mais j'arrive pas à voir le chemin. Ça glisse de partout. Je fais que tomber. Mais je dis, mais nous laisser faire des choses comme ça, mais je trouve ça fabuleux parce que, ben, bien sûr, on fait attention. Bien sûr, et d'ailleurs, il n'y a pas tant d'accidents que ça. Enfin, j'en ai pas à ma connaissance. Mais c'est ça que j'aime beaucoup. C'est on fait confiance aux gens. Voilà, on leur met en condition. Bien avant, on nous explique bien. Il y a des briefings très précis sur ce qu'on va vivre. Mais par contre,
on est tranquille, on vit nos expériences, on vit pleinement nos courses. Et ça, vraiment, j'ai adoré. Donc, cette course, au-delà du résultat, je crois que je fais 14e, mais c'était anecdotique, mais c'était surtout que j'ai vécu quelque chose qui m'a marqué, qui me marquera à vie, parce que je pense souvent à cette course. Elle m'a vraiment marqué. Et je me dis, mais c'était fabuleux, quoi. C'est de vivre ça. J'ai eu des périodes tellement difficiles pendant cette semaine-là que j'ai trouvé ça génial. Et puis sur le parcours, j'avais un photographe que j'avais déjà vu dans d'autres courses qui parlait très très bien français. Et à l'arrivée, il me dit, mais Thierry, maintenant que tu as fait cette course, c'est bon, t'es prêt? Il me dit, j'ai dit, t'es prêt de quoi? Ben, t'es prêt à aller au Yukon Arctic Ultra. Et je connaissais bien sûr la course, ça faisait un moment que je la regardais d'un œil là, mais que d'un œil, hein, parce que je me suis dit que c'est quoi ce truc de dingue là. En plus, je connaissais un Français qui avait participé à un plus petit format. Et puis là, il m'en fallait pas plus pour égayer ma curiosité. Et quand je suis rentré, je suis allé vérifier. J'ai dit, ben ouais, je vais aller faire ça, quoi. Le Oh, Yukon Arctic punaise. Ultra. Mais bien sûr, à le faire, ça tombe bien. L'année où je veux la faire, parce qu'une année sur deux, il y a le 700. Ben, je vais faire le 700. Alors souvent, on me dit, eh, pourquoi tu veux faire le 700 et tu veux faire toujours la distance la plus longue? Ben, je me dis, ben écoute, je veux pas regretter à rentrer chez moi de me dire, ben, est-ce que j'ai été capable de faire la grande distance? Là, au moins, je m'inscris, je le sais. Cette course, c'est vraiment énorme. Moi, je l'ai découvert. Je pense que c'est la première course ultra dont j'ai entendu parler, peut-être même avant l'UTMB, parce que j'étais en stage au Canada longtemps, en 2011, et il y avait un gars dans ma boîte qui était parti la faire. Et je me rappelle, il nous racontait ça, à sa préparation et à son retour. Il était déjà sec, il avait perdu, je sais pas, 8 kilos, un truc comme ça, alors qu'il avait déjà pas grand chose à perdre. Et je me rappelle, tu vois, des récits où il nous expliquait qu'il avait des hallucinations, il avait vu un TGV passer dans la neige à côté de lui. Enfin, je Ah, me disais, mais je qu'est-ce te que confirme, c'est que ce il y en truc? a pas. Il n'y a pas de Ouais. TGV, je te confirme. Je te confirme, j'en ai pas Donc vu. en gros, tu me dis si je me trompe pas, mais le Yukon Arctic Ultra, donc là nous tu l'as fait, c'est un 700, c'est dans les territoires du nord du Canada. Donc le Canada, c'est une série de provinces. Oui, c'est ça. Au niveau de enfin tout ce qui touche la frontière des États-Unis, c'est des provinces. Et au nord, vraiment le nord du Canada, je crois que c'est 3 territoires. Je crois qu'il y en a Oui, 3 oui, oui, qui le sont Yukon a fait partie, oui. immenses. Et le Yukon en est un, Oui, c'est qui ça. font plusieurs fois la taille de la France à chaque Ah fois. oui, oui, c'est immense. Ouais. Et voilà, il y a rien en fait. Hein. C'est absolument, c'est le désert de glace total. Et ben c'est là-dedans que toi, donc en 2019, t'as couru un 700 km. Voilà, c'est ça exactement. Et alors, bien sûr, quand je m'inscris, c'est facile de s'inscrire, mais après, il faut se mettre en Ouais. condition. Donc, comme je suis assez précis, que j'aime bien me préparer comme il faut pour me donner les chances de réussir, parce qu'il n'y a rien de pire enfin, rien de pire. Si, il y a toujours pire, mais et moi, j'essaie de mettre toutes les chances parce que j'aime pas l'échec, quoi. J'aime pas revenir en me disant, ah, ça y est, j'aurais dû faire ceci, Non, voilà. J'essaie de me mettre en bonne condition. Et un an auparavant, je m'en vais en Laponie pour vérifier. Donc, je prends une tonne de matériel dans ma luge. Elle faisait 150 km. On n'était pas dans les mêmes conditions parce qu'on était à moins 20 et je savais pertinemment qu'au Yukon, il ferait beaucoup plus froid. Mais quand même, je vérifie mes aptitudes, je vérifie quel type de matériel et dans plein de domaines, notamment un détail, mais j'avais mis 3 paires de chaussettes en Laponie quand j'ai fait 150 km. J'avais les pieds tout blancs, tout flétris là. Et en fait, quand je suis arrivé au Yukon, quand j'ai fait un stage polaire là-bas, ils m'ont dit, alors j'explique le problème que j'avais au pied. Ils me dit, ben, c'est normal, t'as mis trop de chaussettes, quoi. Il faut mettre Hmm. que 2 paires, faut pas être. Alors j'avais mis des chaussettes, bien sûr. J'ai l'habitude de mettre des chaussettes à doigts, peu importe. Moi, c'est un Jinji, mais ça aurait pu être une autre marque. Ensuite, j'ai mis une chaussette étanche, mais j'avais mis aussi une chaussette thermique parce que je me suis dit, il fait froid. Alors que c'était une erreur, quoi. Et tout ça, c'est des détails, mais qui font la différence parce que ces courses-là, au-delà du physique, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est fait d'une somme de détails qui font le fait que tu réussisses ou que tu loupes l'épreuve. Et ça me faisait partie, quoi. De tester en Laponie, c'était anodin, peut-être au départ, puisque les distances, le froid, tout n'était pas exactement pareil. Mais il y avait plein de petits paramètres qui faisaient que je commençais à me mettre en condition de réussite sur le Yukon. Et alors, j'avais une luge certainement la plus lourde des concurrents, mais c'était pas très grave, quoi. C'était une course de test. Alors bon, je finis, je crois quatrième, oui, quatrième sur cette course, ce qui est déjà bien, j'ai testé, j'ai vérifié, et je sais que c'est pas forcément les conditions que j'aurai là-bas, parce que
au mois de janvier, il fait quand même très froid au Yukon. Ça dépend des périodes, bien sûr, mais on sait que c'est quand même l'année, enfin, janvier, c'est plutôt février, pardon. En février, il fait très froid et on sait qu'après, ça peut varier quand même. Au mois de mars, ça peut remonter plutôt. Et voilà. Donc, effectivement, ça n'a pas dérogé à la règle. Quand on est arrivé, le premier jour, le départ au Yukon, moins 38, quoi. Donc, Oh, punaise. moins 38, ça, j'avais jamais vécu de ma vie, quoi. C'était la première fois de ma vie que j'ai moins 38. Alors, j'ai tendance à dire, au-delà de moins 20, jusqu'à moins 28, ça va. Quand on dépasse moins 28, là, par contre, on sent que toute erreur aura une conséquence, quoi. Donc, il Ouais, faut pas trop attends, se ouais, parce que tromper, ouais. c'est ce que j'allais te dire là. Donc pour qu'on se rende compte, moi j'ai fait -24 au plus froid et je me rappellerai toute ma vie parce que j'étais en jean. Et je suis resté 1 heure et demie dehors et c'était une des pires sensations de ma vie. Quand je suis revenu à l'intérieur, j'avais la même chose, tu sais, quand t'as les doigts un peu, les fourmis dans les doigts quand le sang Ouais, se met à circuler, exactement, ben, j'avais ça ouais. sur Ouais. toutes les jambes voilà, pendant 45 minutes. Mais bref, du coup, -38, déjà la course, elle se fait comment? T'as une poulka avec des skis, c'est ça? Ouais, non, non. En fait, il y a trois disciplines. Il y a le ski, effectivement. Donc c'est des gens qui sont avec des skis nordiques ou des skis un peu spéciaux là, qui sont un peu hybrides. Ouais. Voilà, ils sont pas forcément que nordiques. Et ensuite, il y en a qui le font en fat bike, donc en vélo Ah oui. avec des grosses roues, voilà. Et puis la dernière catégorie, c'est à pied, donc avec des tennis classiques de trail étanches. Donc c'est les tennis qu'on utilise tout pour la montagne. On a juste des tennis comme ça et puis voilà, quand on peut, on court, quand on peut pas, on marche, mais on est toujours en mouvement à pied. Et on a juste des raquettes quand il y a vraiment beaucoup de neige. Ok. Et quand il fait moins de 38, ça c'est dur. Donc il n'y a pas de problème, on s'enfonce pas. Mais en fin d'épreuve, d'ailleurs, j'ai fait une passe sur les raquettes parce qu'on pouvait je les avais eu tout le long et puis la dernière étape, j'avais mon sac sur les 160 derniers kilomètres, j'avais mon sac qui me suivait par moment et j'avais dit bon, je les ai portés pour rien, je vais les mettre dans le sac quoi. Quelle erreur, il a neigé et là c'était vraiment une grossière erreur. Ça m'est plus jamais arrivé. Encore une fois, on va avoir un peu d'expérience, mais là j'ai fait une bêtise quoi. Mais Voilà du coup, donc. tu respires, est-ce que tu as un masque pour éviter de respirer directement l'air à -38? Ouais, alors on a un masque, oui, tout à fait. Alors souvent, c'est des masques en néoprène. Mais moi, Ah oui. j'ai pris le parti. Alors en plus, là, je connaissais pas du tout. Hein, donc, j'avais pris plusieurs types de masques. J'en avais pris certains en polaire, de diverses épaisseurs. Certains que j'avais achetés sur place au Yukon parce qu'on trouvait pas ce modèle en France. Donc, celui-là, je l'avais acheté sur place. Mais ensuite, j'avais quand même acheté du néoprène en France. Mais au global, maintenant avec l'expérience, il n'y a rien de mieux que le néoprène parce que ben, en fait, il prend trop l'humidité trop rapidement, celui en polaire, et il devient très dur. Et en plus, on peut plus le remettre. En fait, c'est très difficile et on peut se blesser le visage avec la glace qui se met sur comment ça s'appelle, sur le polaire. Et alors que sur le néoprène, même si ça gèle, ça gèle pas complètement. On arrive quand même à le bouger, le néoprène. Ça, c'est un peu ce qui fait la différence. Alors, c'est moins agréable, hein. C'est moins agréable, mais c'est pour ça qu'il faut mettre des protections sur le visage. Parce que le frottement, justement, je connaissais pas du tout au Yukon et j'ai frotté un peu sur le nez et ça commençait à peler. Et quand on sait l'organisateur comme il est rigoureux, surtout parce qu'il y avait eu un très très grave accident l'année avant, hein, puisqu'il faut rappeler qu'en 2018, l'année avant, il y avait eu quand même un Italien qui avait perdu ses deux jambes et ses deux bras sur cette course. Ah oui. Ouais, voilà. Donc lui, c'est un germanique, donc il est quand même très carré dans ses organisations, mais là, il avait été encore plus carré puisqu'il nous avait obligé de faire un stage en milieu polaire. Il nous avait obligé du matériel qui bougeait pas. Il avait vérifié par Skype notre niveau d'anglais. Ça, c'était pas mon point fort. Donc, malgré 6 mois, parce que je vais pousser quand même la préparation à faire 6 mois de cours tous les matins. J'avais une demi-heure, une Irlandaise qui m'appelait Hello Thierry, how are you? Fine and you? Voilà. Donc sur le moment, ça allait, mais bon, j'ai vite perdu après. Mais au moins pour le Skype, c'était beau, c'était important pour que je passe au moins le règlement qui correspond à la langue. Donc
Voilà, tout ça pour dire que ces courses-là, voilà, il faut pas se tromper, c'est fait de détails, comme souvent, comme je dis, mais là, les détails ont toute leur importance parce ça peut se passer très mal, quoi. Comme je disais, le grave accident qu'il y avait eu l'année avant, bon, on l'avait tous en tête, quoi. Enfin, moi, je l'avais en tête, Ouais. je pense que beaucoup de concurrents l'avaient en tête, et ça nous faisait redoubler de vigilance sur tout ce parcours. Et voilà, donc on se prépare. Le masque, comme tu le dis, il faut pas respirer l'air trop froid, mais malgré tout, et même si on le protège, on se protège surtout le visage. L'air, il rentre quand même froid malgré tout. Et voilà, donc ça, c'est aussi des facteurs que je connaissais pas puisque je les avais jamais vécus. Les yeux, Et c'est c'est pareil, non? Tu peux pas avoir les bah, yeux les yeux, exposés. oui, mais les yeux, tu peux mettre un masque, mais tu vois quand même un peu moins bien. Même si j'avais un super masque, tu as quand même de temps en temps un peu de buée. Et c'est pas très agréable. Donc, ben, tu le mets pas. Moi, j'ai pas trop mis de masque. Ah Autant ouais. je l'ai mis à l'Iditarod cette année. Je l'ai mis énormément parce que il y avait beaucoup de vent. Mais sinon, sur le Yukon, il y avait pas trop de vent et j'ai pas trop mis. Il faisait très très froid. Mais j'ai pas, je l'ai pas mis. Ok. Donc ça, c'était 2019. Ouais, Septembre, 2019. première grosse expérience du coup du très 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 froid sur ce format-là. Tu l'as Ouais, alors tu là, la je gagnes, hein, c'est pars. ça ou pas? Ouais, ouais, après le marathon, j'étais en troisième ou quatrième position. Puis dans la soirée, puisque c'était un départ à 10 heures, dans la soirée, je vois le premier devant. Alors je grappille, je passe après le marathon de 3 quatrième à deuxième. Et dans une montée, le premier, il commençait à se préparer pour manger. Donc il s'en chaud et tout. Je dis, ben, moi, je vais passer devant, hein, c'est un complexe, hein, je passe devant et puis je reste jusqu'à la fin, quoi. J'y suis resté jusqu'à la fin, avec 17 heures d'avance. Ouais, effectivement, c'était une expérience incroyable parce que moi, j'y allais juste pour finir vraiment avec vraiment modestie et beaucoup d'humilité parce que déjà finir, c'était déjà énorme, hein. Il y en a que 11 qui finissent sur 44. Donc, c'était énorme. Et là, me trouver devant aux avant-postes, j'ai dit, mais c'est fou ça, c'est dingue. Voilà, ben, on va essayer d'aller le plus loin possible, hein. Et chaque fois, bon, ben, j'ai gagné un jour, et puis je termine en 9 jours. C'est 700 kilomètres, avec bien sûr des difficultés, parce qu'on est passé de moins 38 par moment à moins 40. Et il faut savoir que moi, j'ai pris le parti aussi, comme dans toutes mes courses polaires, de pas prendre de tente. Et quand on prend pas de tente, bon, c'est juste pour gagner du temps. J'avais discuté avec pas mal de concurrents. Je leur avais posé la question, est-ce que vous utilisez une tente? Est-ce que vous prenez carrément un bivy-bag, c'est-à-dire l'enveloppe étanche qui va protéger mon duvet? Tous me disaient enfin tous, ceux qui m'intéressaient dans leur réponse utilisaient des bivibacs pour aller très vite dans leur duvet. Parce qu'en 2 minutes, il faut rentrer dans le duvet, puisque quand on est en mode j'avance, il n'y a pas de problème, on se réchauffe. Par contre, quand on est en mode statique, il faut aller très vite pour rentrer dans son duvet. Donc en 2 minutes, il faut qu'on y soit dedans, sinon on est gelé. On peut plus se réchauffer, après c'est fini. Et surtout quand il fait moins 40. Donc Mais du coup, comment c'était tu manges au chaud si t'as pas de tente? bah là, moi, personnellement, quand je veux bivouaquer, je mange pas, quoi. Je mange pas parce que en 2 minutes, je suis trop fatigué. Il faut savoir je tire la luge à peu près 18 heures, voire 20 heures par jour, quoi. Donc, quand je m'arrête, c'est parce que je suis épuisé, et qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai quelques hallucinations qui me, qui commencent à m'épuiser le cerveau, quoi. Et moi, je voyais pas des TGV, je voyais des animaux, en fait, les courbes des branches qui étaient sur le chemin, faisaient comme si on rentrait dans un tunnel, mais alors là, l'imaginaire, après, il fait son chemin. Et moi, je voyais des animaux. Alors, j'étais pas tout seul au moins, hein. J'étais accompagné. Mais c'était épuisant, quoi, de voir. Ouais. Et on le sait que c'est des hallucinations, mais ça épuise, quoi. De voir ça, Ouais. ça épuise mentalement, de voir ça toutes les nuits. Et surtout, plus ça va, plus ben, les nuits sont longues parce qu'on est de plus en plus épuisé. Et comme moi, je suis allé chercher quand même très loin, là, hein. Je dormais 1 heure et demie, voire 2 heures par nuit, maximum. Et donc, oui, à un moment donné, ben, dès qu'il fait sombre, on a les hallucinations, quoi. Ouais. Et ça, c'est épuisant. Donc, il fallait très vite, je m'arrête, je mange pas.
je mange quand je suis en mouvement ou dans la journée. Et même comme là, c'est au Yukon, c'est des postes tous les 70 kilomètres. Donc moi, je me dis que je mangerai dans le poste de contrôle, quoi. Je m'arrête très peu. Ah ouais. Je prends que des choses rapides, c'est-à-dire enfin tout ce qu'il peut y avoir, que ce soit des bars, du chocolat, enfin charcuterie, mais des choses qui j'ai pas besoin de faire d'eau ou de sortir mon réchaud pour gagner du temps toujours. Et puis quand il fait très froid, s'arrêter, c'est toujours un danger, quoi. Donc, alors c'est un danger aussi de pas manger beaucoup. Ce qui est important, c'est vraiment de boire. Ça, c'est vraiment très important. Donc, on se charge beaucoup et comme l'organisateur il voulait qu'on ait 3 thermos d'un litre plein, ben, au moins ça nous obligeait à avoir de l'eau et on n'avait pas obligé d'en faire en permanence. Et sur 70 km, moi, ça me suffisait. Alors, il y en a qui n'y arrivaient pas parce qu'ils mettaient plus de temps que moi sur cette distance-là, mais moi, ça me suffisait pour. Je sais que je voyais au moins un poste de contrôle par jour. Ça, c'est ce que je faisais. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai réussi à passer. Ok. Ok. Donc ça, c'est le. Donc ça, Ça, c'est le Yukon. Yukon Arctic. Donc 2022. Alors non, mais même après, non, parce que attends, c'était quand même mon 50e anniversaire, le 2019. Donc, pour mes 50 ans, j'avais besoin de me faire un super cadeau. Et je me suis dit, eh ben, dans 6 mois, après avoir fait le Yukon Arctic, 700 km, je vais aller faire la 1000 à Mauritanie, complètement à l'opposé, le grand écart facial. Je vais aller faire le désert mauritanien au mois de novembre. À Et c'est 40 ce degrés. que je suis allé faire 1000 bornes, une course à l'époque, il n'y avait jamais eu aussi long. Et voilà, donc, et là aussi, je finis premier, mais ex aequo avec Dominique Audry. Et on finit tous les deux. Et donc, en 6 mois, je fais 80 degrés de différence entre ces deux courses. C'est fabuleux, quoi. C'était une bonne façon pour moi de fêter mon anniversaire. Et une année qui va rester gravée à vie, puisque je crois que je ne ferai jamais pire, quoi. Ouais. C'est dingue. Et voilà, donc, Psychologiquement, enfin, comment tu le gères l'écart, même s'il y avait une certaine période entre les deux, tu vois, ouais, revenir de 9 jours à -40, j'imagine, ça laisse un peu des traces. Ton corps, il doit avoir besoin d'un peu de temps, je pense. Donc, bah oui, hein, parce que j'ai perdu comment 10 tu. kilos. Tout à l'heure, tu Ah parlais ouais? des kilos, mais là, j'en ai perdu 10. Bon, ça m'a pas fait de mal, mais j'avais perdu 10 kilos. Et, donc, bon, malheureusement, on les reprend vite. Ouais. Mais bon, c'est sûr qu'on y laisse quand même des plumes. Et puis bon, j'ai vécu quelque chose de tellement extraordinaire. Alors c'était même plus des choses nouvelles parce que je suis quand même sollicité. Alors en France, elle n'était pas connue la course, mais justement, ça a égayé un peu la curiosité des gens. Et j'ai reçu pas mal de médias qui voulaient avoir des renseignements, donc ça m'a pris quand même quelques mois pour répondre à tout le monde. Et puis même dans le monde, il y avait quand même des gens qui m'envoyaient des messages d'un peu partout, et j'étais surpris parce que je connaissais pas du tout ça et je m'attendais pas du tout à ces messages-là. Et bon, c'était une autre gestion, quoi. C'était Ouais. différent. Et quelque part, c'est un peu la course qui m'a fait un peu connaître parce que bon, on est quand même dans un milieu très fermé où, Ouais. alors, connaître, attention, on avait toute raison gardée parce que on n'est pas, on joue pas au foot, quoi, ni au rugby, là. On est dans des domaines qui sont quand même très loin de ce que les gens connaissent au quotidien. Mais malgré tout, dans les spécialistes ou dans les gens qui pratiquent régulièrement, ça commençait à faire son chemin, et ça m'a fait un peu connaître. Donc c'est vrai que c'était une autorité un peu que je connaissais pas et qu'il a fallu un peu gérer. Et, Ouais. c'était sympa à vivre, mais un peu difficile. Donc c'est vrai que je me suis pas trop préparé pour la 1000, mais un peu quand même, parce qu'il faut quand même se préparer. Alors, le désert, je connaissais par cœur, il n'y avait pas de matériel là. J'avais pas d'inquiétude sur le matériel ou quoi que ce soit, mais par contre, je savais qu'il fallait que je revienne vite à l'entraînement, parce que autant quand on tire une luge, on marche beaucoup, autant quand on fait dans le désert, il faut courir, donc c'est complètement différent. Et Ah, comme donc tu je, cours vraiment sur Ouais, une borne? tu cours pas 1000 bornes, ça serait, non, une vue de l'esprit, Ouais. mais par contre, ben, il faut relancer de temps en temps, Ouais. et c'est ce que tu fais pas au Yukon. Au Yukon, tu es dans un rythme point à la ligne, quoi. Mais là, il faut quand même relancer, il fait chaud, et en plus, il a fait 40 degrés, au mois de novembre, il a fait super chaud, pour la période. Et bon, c'était quand même très difficile, malgré tout, hein. Bon, après, l'envie d'arriver était tellement forte
Et voilà, ça s'est bien passé, mais voilà. Donc 2019, avant 2022, il y a quand même eu cette sacrée année fabuleuse. Ces 2 victoires, mais au-delà de ça, ces distances, quoi. 2 courses, 1700 bornes, c'est incroyable. Avec Et je 80 repars. degrés d'écart, c'est ça qui. Enfin, C'est ça, c'est c'est ça. hallucinant. Ok. Voilà. Et Parce alors, bien qu'on n'a pas sûr, encore parlé du gros monstre, là. Il y a eh non, 2022, on n'a mais pas, on alors, va y arriver ouais, à celle de cette ouais, année. on va y arriver, mais juste pour cet anniversaire-là, mes enfants, ils me font un autre cadeau. Moi, je me suis fait le mien, eux, ils m'en font un. Ils me disent, bon, ben, on sait que tu aimes Mike Horn, on va te le faire rencontrer. Donc, Ah, génial. je vais à Paris pour voir une de ses conférences, et puis, alors, j'ai pu le rencontrer à la fin, et puis je lui raconte que je fais le Yukon, et il me dit, ben, maintenant, Thierry, que tu as fait le Yukon, t'as plus qu'à aller faire Lily Tarot, hein. Et donc, Lily Tarot, alors j'en avais entendu parler quand même, parce que quand on se renseigne, on connaît, mais voilà, alors là, il fallait pas que Michael me dise ça. Quand je suis rentré, j'ai dit, oh, c'est inscrit où là? C'est pas possible. Et ben, bien sûr, moi, je vais m'inscrire ben, toujours pareil, dans la 1600 direct, mais c'est pas possible, quoi. Il faut faire d'abord la plus petite qui fait 500 km pour se qualifier. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal parce qu'avec le recul, heureusement que j'ai fait ça, parce qu'il y a vraiment tellement de paramètres. Et là, bon, ben, je m'inscris sur la petite, sauf que ben, il y a toujours le Covid au milieu. Ah Donc, on oui. peut pas aller aux États-Unis. En 2021, ils le font la course, mais je peux pas y participer parce que les Français sont pas autorisés à y aller. Donc, ben, moi, comme je me suis entraîné quand même, je suis allé faire le Kungsleden. Le Ah, génial. Kungsleden. Ah, ouais, je suis allé faire le Kungsleden tout seul. Alors là, j'avais une trace GPS. Je vais la faire courte, mais j'ai fait une trace GPS sur mon GPS, bien sûr, de la trace, mais c'est l'été. J'avais pas celle Ouais. d'hiver. Donc j'ai fait 400, au lieu de faire 460 km, j'ai fait 535 en 9 jours, et tout seul. Alors, par contre, en solo, avec mes tennis, pareil. Et les gens, je me rappellerai toujours une anecdote, c'est quand je repassais au refuge et qui me disaient, mais où vous avez mis vos skis? Mais j'ai dit, mais j'ai Ah pas ouais. de ski parce que là-bas c'est pas adamé, parce que il y a des endroits où il n'y a pas de motoneige. Donc là j'ai galéré. Là j'ai perdu 10 kilos, mais je sais pourquoi, parce que Ouais. j'étais affreux. Vraiment. Et puis là c'est la montagne, quoi. Ouais. Donc le Kungsleden, ça reste la montagne, et faire ça 9 jours en solo. Mais ça m'a donné tellement d'expérience pour appréhender les 10 tarots que ben, ça valait vraiment le coup, au moins pour ça. Au-delà du fait que c'était quand même super comme expérience Ouais. de faire le Kungsleden, là c'était génial. Voilà. Et en 2022, ben, je peux enfin revenir, enfin on peut enfin revenir aux États-Unis, et je fais l'Iditarod, donc la petite 500 km. En Donc Alaska, voilà. donc toujours en milieu. Là voilà, en Alaska, milieu polaire. Alors là c'est chouette parce que là, enfin c'est complètement différent du Yukon, parce que là on te vérifie pas le matériel. Tu es libre Ah choix de ouais. ce que tu veux prendre. Tu fais ce que tu veux. Tu signes là aussi une décharge, mais tu fais ce que tu veux. Là, l'organisateur, il s'en fiche complètement. Il suffit que tu passes par les points de contrôle et il vérifie pas si tu as pris une luge qui fait 40 kilos ou si elle fait 5 kilos, il s'en fiche. Il s'en fiche de ce que tu fais. Voilà, c'est à toi de prendre tes responsabilités. C'est bien parce qu'au moins, on est tellement aseptisé, ou on est Ouais. toujours à se dire, ben, est-ce que je vais répondre pile poil à la liste? Non, non, là, il faut avoir un peu d'expérience, il te le dit. Si tu n'as pas d'expérience, ne viens pas, c'est inutile, parce que ben, c'est pas la course pour toi, quoi. Il y a d'autres courses qui te conviendront, mais pas celle-ci. Donc ça, c'est chouette. C'est chouette de pouvoir faire ce genre de choses. Et là, bon, ben moi, j'y participe. Bon, là aussi, je suis surpris parce que je savais que le niveau. Alors, il y avait des coureurs qui m'avaient dit le niveau est plus élevé à l'Elite Tarot. Donc bon, je m'attendais pas à être devant du coup. Et là, j'ai été devant assez rapidement, et voilà. Donc et puis là, je la gagne dans mon catégorie. Euh, et je suis surtout qualifié, c'est ça le plus important. Je suis qualifié, et je Pour peux la vraie. participer à la grande, ouais, la grande course, voilà, qui est un monstre, quoi. Et, et voilà, donc une année de préparation, pas que ça, parce que j'avais d'autres projets, mais vraiment le focus, c'est l'objectif, quoi. C'est l'objectif, et c'est un peu, et c'est un peu, ça l'est réellement l'aboutissement un peu de tout ce que j'ai pu faire, quoi. Parce que au-delà de ça, je pense qu'il y a plus rien, quoi, pour moi. Parce que 1600, bien sûr, il peut y avoir une course qui fait 2000, mais quel est l'intérêt? Pour moi, j'ai touché quand même quelque chose d'unique. Hmm. Faire 1600 km en milieu polaire, faire la totalité de ce que font les chiens de traîneau.
C'est-à-dire que c'est un attelage d'une dizaine de chiens, voire plus, qui font la totalité. Et moi, je suis tout seul avec mes tennis et je tire ma luge de 26 kilos. Et d'Anchorage, donc la capitale de l'Alaska, jusqu'à Nome, presque le dernier village de Alaska. Et au milieu, il y a que des petits villages, mais il n'y a pas grand-chose. C'est fabuleux, quoi. Se dire qu'on est capable d'avoir fait ça, Ouais. je réalise que maintenant, il y a que ces dernières semaines, mais jusqu'à là, je réalisais pas que j'avais pu faire ça. Et c'est ça qui est beau dans ces courses-là, c'est qu'on se rend pas compte forcément sur le moment, parce qu'on est tellement fatigué, le poids de l'épreuve et tout, on est crevé. Par contre, ben, quand on y est, quoi. Je veux dire, quand on finit, ça y est, Ouais. on a les souvenirs qui arrivent progressivement et c'est beau, quoi. Parce que, donc, Alaska, l'Iditarod, donc 2022, c'était le 560 km. En 2023, donc c'était quoi? C'était 23 mars l'arrivée, c'est ça? L'arrivée, ouais, c'est à peu près ça, ouais, je me souviens Donc plus il y exactement. a globalement 2 mois par rapport à la date à laquelle on enregistre. Cette fois-ci, donc 2023, 1000 miles. Donc 1000 miles, la conversion, c'est 1600 km. Ouais, c'est ça. Voilà. Déjà, bon, Côté sud, attention, ça fait quand même la différence parce que j'ai pas choisi. Hein. À ce moment, on aurait pu dire, bon, t'es un peu maso, tu veux le côté le plus compliqué. Non, j'ai tombé comme ça. Sinon, j'aurais fait côté nord. Mais côté sud, c'est plus difficile parce que il y a plus de kilomètres. Alors, on me dirait 50 kilomètres, c'est rien, mais c'est quand même une journée de plus. ouais. Il y a plus de dénivelé et il y a surtout, et ça, c'est vraiment le point le plus noir, je dirais, c'est la rivière Yukon. La rivière Yukon, elle fait 200 kilomètres. Il n'y a aucun point il y a aucune cabane sur 200 kilomètres. Et c'est l'endroit le plus dangereux que j'ai connu au monde, quoi. C'est du vent. C'est comme si on était sur un congélateur à ciel ouvert et avec du vent. Et là, je me suis brûlé même les deux paupières sur cette zone-là et alors que c'était pas une année difficile au Yukon, sur la rivière. C'était pas une année où il y avait vraiment un grand vent et même avec le masque, je me suis brûlé les paupières. Donc c'est dire la difficulté du côté sud et là ça n'a pas dérogé quoi. C'est hyper compliqué quoi. Alors attends, parce que ça, j'étais pas au courant qu'il y avait Quand tu dis des côtés, c'est quoi en fait? C'est qu'il y a Eh des ben, différents. à partir du 560 km, on a une journée qui c'est à peu près 70 km, on arrive à Orphy et là il y a une bifurcation où on tourne à droite, on va sur le nord. C'est une année sur deux parce qu'en fait on suit les mushers et une année sur deux les mushers même les mushers l'année du sud il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins parce que c'est trop dangereux. Donc et là c'est côté et on tourne à gauche et on fait les côtes sud et comme on passe plus près des côtes, il y a plus de vent. Là aussi, Ah j'ai ouais. oublié ce paramètre. On passe plus et la distance entre les villages est beaucoup plus longue. Donc tous ces paramètres font que, ben, pour donner une idée, ben, celui qui a fini premier avec moi cette année, l'année avant, on a mis 25 jours. L'année avant, il avait mis 22 jours. Donc Ah ouais, d'accord. ça fait une différence, quoi. Ouais. Énorme. Ouais, parce que historiquement, j'avais déjà écouté un podcast d'une musher qu'il avait fait. Donc moi je croyais en fait quand j'ai vu Ditarod dans ton palmarès, je me suis dit bah tiens il s'est mis au mushing. Je savais pas du tout qu'en fait c'était une course ouverte. Ça a toujours été le cas. T'as toujours pu le faire Non, soit avec les chiens de traîneau, soit à pied. alors non, je crois que je sais pas depuis quelle année elle date l'Eddie Tarot pour les chiens, pour les mushers. Pour nous, c'est 22 ans ou 23 ans qu'elle existe. Ah ouais. Donc, ça reste quand même la plus vieille des courses en milieu polaire, mais voilà, elle est arrivée bien après. Hein. Et d'ailleurs, c'est un paradoxe parce qu'elle y est cette course, mais ce qui fait la différence par rapport au Yukon, c'est que là, par contre, on n'a personne qui nous attend, quoi. Donc Ouais. même les postes de contrôle des mushers, puisque pour nous c'est les mêmes, mais nous il n'y a pas de contrôle. Pour nous les mushers ils nous ignorent complètement. Les gens qui sont sur les sites, c'est-à-dire sur les postes de contrôle, ils nous calculent pas quoi. Même des fois c'est même hostile quoi. Je dirais moi j'étais refusé dans un poste de contrôle parce que je toussais. Ils m'ont dit t'as le Covid quoi. Parce que les mushers ils sont prioritaires sur toi et on veut pas que tu les contamines. Et moi, j'avais besoin en plus de me reposer à ce moment-là et ça a été, j'ai dit, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Et en fait, c'est un aspect financier aussi parce que les mushers, ça coûte très cher de faire ces courses-là. Donc, ils sont prioritaires sur nous. Et puis, comme historiquement, ils sont mis en place et nous, on est juste invités à être sur le parcours. Il y a que 35 permis par an.
Ok. pour vélo, course à pied et ski. Et donc, on est juste invité, donc on nous tolère, c'est tout, et on le fait bien comprendre. Alors, pas partout, bien sûr, il y a des gens qui sont admiratifs de ce qu'on fait, mais la majeure partie, quand même, c'est l'état d'esprit, quoi. Ils nous Ouais. tolèrent. Ils nous tolèrent sur le parcours et point à la ligne, quoi. Et puis après, débrouille-toi. Et on nous donne même pas d'eau, même s'ils donnent de l'eau, ils nous en donnent pas. Il faut se la faire, on arrive, on est épuisé, on a fait 18 heures ou voire plus. Et l'eau, il faut se la faire en arrivant, c'est-à-dire sortir son réchaud, prendre de la neige, faire fondre, et eux, ils te donnent pas d'eau. Donc, tout ça, c'est que, C'est un c'est ce qui, énorme paramètre en plus, en fait, à ah gérer. ouais, mais c'est ce que j'avais pas réalisé vraiment. Je le savais, mais j'avais pas pris en compte quand même ce facteur-là qui est déterminant parce que ça veut dire que tu es livré vraiment, c'est vraiment une expé dans une course, quoi. Ouais. Et donc tu dois te gérer vraiment de A à Z, quoi. Et t'as juste, moi je me suis envoyé sur 12 points des boîtes avec mon alimentation, mais moi-même, quoi, par la poste. Je suis venu une semaine avant, je me suis envoyé, l'organisateur nous donne des adresses. Et quand tu arrives dans un village qui a 100 maisons, il faut trouver l'endroit. Et c'est pas évident, quoi. Alors moi j'ai eu la chance en étant avec cet Américain qui l'avait fait 7 fois, donc de trouver rapidement, hein, parce que des fois je l'attendais un quart d'heure, mais il était derrière. J'attendais qu'il me montre la maison, parce que je n'allais pas chercher Ouais, ouais. inutilement et m'épuiser pour rien, quoi. Donc ça c'est un paramètre important, sachant qu'en même temps, moi il y a 4 boîtes qui sont jamais arrivées. Et il y a dû avoir certainement un problème avec la poste là-bas et ils sont jamais arrivés. Donc quand tu arrives et que tu as les repas et prévus et que tu n'as plus rien, pour l'avoir vécu, c'est difficile. Alors, heureusement, je dirais, même si c'est un peu, je ne devrais pas dire heureusement, mais il y a quand même des abandons. Donc, les boîtes qui ont été envoyées par d'autres, tu peux les utiliser pour toi. Donc, ça nous aide quand même. Mais ensuite, voilà, il faut juste, euh, c'est embêtant plutôt quand il n'y en a pas, quoi. Ouais. Et alors, dès que tu as la chance d'avoir dans un village une petite supérette, il n'y en a pas beaucoup, mais là, tu remplis ta luge, quoi. Dès qu'il y a un espace, moi, j'ai vécu ce que c'est que la faim sur cette course. J'avais jamais vécu ça de ma vie. Dès que j'ai trouvé à manger, j'avais toujours plus à manger, quoi. Parce que sur ces courses-là, il y a tellement une débauche d'énergie. Il faut voir qu'on dépense à peu près 10 000 calories par jour. C'est ce que j'allais te Euh, demander, ouais, si tu as une idée Ouais, de la dépense ouais, calorique. 10 000 à peu près, c'est une moyenne, mais quand tu fais 18 heures, 20 heures d'effort, même deux fois, une journée, 24 heures d'affilée, c'est dingue, quoi. Et surtout cette année, il a fait très très froid. Il a fait vraiment très très froid. Il y a eu quand même des accidents, certains importants. C'est pour ça qu'on finit qu'à 3. Hein. Il y a que 3 personnes à pied. Sur les 35 qu'il y avait, sur la totalité, qu'ils soient en vélo ou en ski. En ski, il n'y a personne qui est arrivé. En vélo, il n'y en a que 10 qui sont arrivés et 3 à pied. Donc on n'est que 13 sur 35 à être arrivés, quoi. Et parce qu'il a fait très froid, dès la première nuit, il faisait moins 35. Ouais. Et il a fait moins 35, à un moment donné, j'ai dit, mais ça va jamais. Parce que souvent, il fait moins 35, mais ça varie, quoi. Et là, mais à un moment donné, à mi-parcours, j'ai dit, mais c'est dingue, ça. Il va faire froid tout le long, comme ça. Heureusement, ça s'est un peu amélioré sur la fin. Mais c'est vrai que c'était difficile à gérer, quoi, parce que même si on le sait, on a un milieu polaire, on le sait. Mais certainement aussi le fait que nous aussi, on a des dépenses d'énergie, et on a moins de calories, la perte de poids et joue énormément, et donc on est un peu plus vulnérable sur la fin, et là on a envie que ça se réchauffe, quoi. Mentalement, comment t'arriverais enfin, je sais même pas si tu arrives à le décrire parce qu'encore une fois, c'était assez récent quand même, cette aventure, cette expédition. Mais mentalement, comment tu la décrirais, cette Iditarod 1000 miles pour Ben, toi? pour moi, déjà, c'est sans commune mesure avec d'autres courses que j'ai faites. Elle a vraiment rien à voir. Elle est complètement différente. Tout ce que j'ai fait, c'était vraiment de l'apprentissage à côté. Il fallait vraiment avoir une sacrée expérience pour y arriver. Et encore une fois, c'est l'aide d'avoir fini avec Beat, cet Américain, ensemble. Ça m'a beaucoup aidé. Et c'est son expérience qui a fait que il y a certains moments peut-être que je serais allé droit dans le mur, et je l'ai pas fait parce que justement il m'a freiné, quoi. Il était équipé d'un téléphone satellite, il a une relation en permanence avec son épouse pour vérifier les stations météo du coin, et des fois à 2 heures près on passait pas, quoi.
et c'est lui Ah oui. qui avait les clés. Et à refaire, j'ai un téléphone satellite, quoi. J'avais beau être en relation avec Météo France, des copains là, qui me donnaient la météo, mais quand j'avais de la Wi-Fi pour pouvoir téléphoner, quoi. Mais moi, j'avais pas pensé, alors que j'en ai un téléphone satellite et j'ai pas du tout imaginé que j'en aurais besoin. Et effectivement, c'est tellement dangereux que quand on passe sur la banquise, par exemple, il y a un endroit où on passe sur 50 kilomètres, il y a tellement eu d'accidents là que c'est un peu l'angoisse d'y passer parce que quand on s'engage, on sait qu'on n'a plus aucune protection, quoi. Et, et donc, ben là, on se rapproche de plus en plus sur la dernière cabane qui est au bord de la banquise, qui est au milieu d'ailleurs de la banquise. C'est une petite îlot, c'est une cabane de protection. Et je me rappellerai toujours l'angoisse. Il n'y avait plus personne on était deux là, mais on disait pas un mot, hein, parce qu'on savait qu'on allait traverser pendant 50 kilomètres, alors qu'on a eu de super conditions. Mais t'entendais le vent, alors qu'on a eu de super conditions, on entendait le vent qui soufflait sur la cabane. Et déjà, ça faisait peur. Et c'était dingue parce que tu te dis, mais là, pendant 50 kilomètres, j'ai aucune protection. C'est-à-dire que là, s'il m'arrive un truc, c'est impossible d'aller me chercher ou c'est impossible de me protéger pour, voilà. Et l'année dernière, en plus, j'avais eu un skieur qui avait perdu deux doigts là, que je connaissais. Et donc tout ça, on y pense quoi avant de démarrer. Donc c'est des courses hyper engagées quoi. Il faut donc tout, c'est fait que d'une somme de détails. Mais alors là, c'est même des détails qu'on maîtrise pas parce qu'on a beau et c'est vrai que lui être en relation en permanence donc avec son épouse qui lui donnait toutes les toute la météo du coin à l'instant T. Et ça, ça jouait vraiment. Et des fois, on dormait 2 heures de plus parce qu'on se dit, ça sert à rien d'y aller. Enfin, ça n'a été qu'une fois, mais d'ailleurs, ça faisait du bien parce qu'on était mort. Mais moi, je savais qu'il y avait une tempête parce que mes copains de Météo France me l'avaient dit. Mais lui, il a été plus loin. Il savait à quelle heure elle allait s'arrêter, quoi. C'était voilà, il y avait des stations météo qu'il connaissait et ça lui a permis d'être hyper précis sur cette traversée, quoi. Oh là là, punaise. Ah, mais alors, attends, parce que du coup, sur 25 jours, donc t'as fini avec, c'est Bert, c'est ça? Ouais, c'est ça, Béat. Ouais. Bert. Donc t'as fini avec lui, c'est celui qui l'a fait déjà 7 fois, hein, c'était Ouais, ça, ouais, cette fois qu'il a gagné 3 fois. Ouais. qui a gagné 3 fois, ouais. Mais sur ces 25 jours, combien de temps est-ce que vous avez été ensemble versus Ben, t'étais solo? toute la première semaine, j'étais tout seul devant. Puis j'ai une grosse blessure au dos, enfin une grosse blessure. J'ai une grosse douleur plutôt. Blessure, je ne sais rien, elle est partie. Enfin, j'ai fait avec. Mais et je suis revenu en arrière sur 8 kilomètres et ça a été un drame pour moi parce que je suis un compétiteur et j'avais mis beaucoup d'énergie pour être aux avant-postes très rapidement et de revenir en arrière parce que pourquoi je suis revenu en arrière, c'est juste que dans la zone où j'étais, s'il m'arrivait quelque chose, il y avait aucune possibilité de venir me chercher. Et il y avait 3 jours sans possibilité de pouvoir aller me récupérer. Il y avait pas parce que si on a un problème, qu'on déclenche notre balise ou qu'on trouve un moyen de dire que l'organisateur nous envoie un avion sur zone, il faut qu'il y ait une possibilité d'atterrir parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a aucune motoneige qui viendra. Donc il faut qu'un avion puisse atterrir pour venir nous chercher. Et là, je savais que pendant 3 jours, il n'y avait pas de possibilité Parce qu'on puisque vous donne les zones où le secours est possible avant, c'est ça? Vous avez des on ne cartes? donne rien, mais on est obligé de se renseigner. Moi, je me suis Ah oui. renseigné, donc je savais que là, dans cette zone-là, il y avait rien, il y avait impossible. Donc, je suis revenu en arrière rien que pour ça, parce que je connaissais pas mon degré enfin, ce que j'allais, est-ce que ça aurait empiré ou est-ce que ça serait amélioré, j'en savais rien. Donc, je suis revenu. Je suis revenu au poste de contrôle sur 8 kilomètres. J'ai fait 8 kilomètres. Alors, c'est un drame. J'ai bramé comme un gosse là pendant ces 8 kilomètres parce que je sais l'énergie que j'ai mis pour y arriver, mais je savais que il fallait pas faire n'importe quoi. Il me restait 1100 kilomètres. Et quand je suis arrivé à ce contrôle, je suis resté, j'avais à peu près 12 heures d'avance sur eux, donc sur le japonais, sur l'américain. Donc je suis pas attendu, mais ça s'est fait comme ça. Ouais. Quand j'étais prêt pour partir, eux ils étaient prêts pour partir aussi. Eux ils avaient dormi, moi j'avais pas dormi. Parce qu'il faut savoir, alors, ça va être un peu long, mais il faut des 2 heures pour t'en parler. Mais dans ce point-là, c'est là où ils m'est arrivé qu'ils m'ont dit on peut pas vous accueillir parce que vous avez le Covid. C'est là qu'ils me le disent. Et là, j'ai dit mais c'est pas possible. Donc ils me mettent à part, dans un KGB en bois. Il a fallu que je débarrasse pendant une demi-heure.
le KGB, juste à côté du groupe électrogène. Alors pour récupérer, c'était le top. Impossible de dormir. Donc, et c'est pour ça que je suis parti d'ailleurs, parce que j'ai dit, je peux pas récupérer, c'est impossible. Donc quand je me réveille, eux, ils se préparaient et on est parti ensemble. Donc on a fait à peu près entre 1000 et 1100 km ensemble. Ah oui. Alors on a été une partie avec Takao aussi, le japonais, et Beat. Et puis Takao a craqué sur la rivière Yukon. Et donc il perdait de plus en plus de terrain. Et donc on a fini à 2. Et sur la fin, on y a mis 3 jours parce qu'il s'est fait bloquer par une tempête qui nous a beaucoup inquiété d'ailleurs parce qu'on savait très bien qu'elle allait arriver. C'est pour ça qu'on forçait un peu d'arriver le plus vite possible avant cette tempête. Il y a eu 50 cm de neige qui sont tombés dans l'espace de 24 heures et des vents terribles. Heureusement, il a pu s'abriter dans un refuge. On savait très bien qu'il fallait qu'il y soit et on savait très bien qu'il y avait à manger parce que tout le monde s'était lesté des repas dans ce refuge, donc il avait de quoi manger. Ça, on n'était pas inquiet. Par contre, on était inquiet pour lui parce qu'il n'avait pas de super raquette et on s'est dit les 70 derniers kilomètres, comment il va faire pour arriver. Alors, je pense que la solidarité à la skienne a dû faire effet et ils ont dû aller envoyer une motoneige. Enfin, j'imagine, je sais pas en fait, mais parce que j'ai pas eu le temps d'en parler avec Takao, mais je pense que ils ont dit envoyer, c'est pas possible. Il avait des raquettes tellement pas adaptées Ah oui. et que ça aurait été difficile sur les 70 derniers kilomètres. D'ailleurs, nous, sur 70 derniers kilomètres, on arrive un soir à 4 heures, je pensais qu'on allait dormir dans le refuge. Je me dis non, il faut qu'on parte, on s'en va tout de suite. On s'arrête, on se repose 2 heures quand même. Et puis on repart. On a fait 24 heures d'affilée sans dormir, sans rien. Et puis à un moment donné, j'étais tellement épuisé. J'étais devant et impossible de rester éveillé. Donc je chantais à haute voix pour me réveiller à moi-même, quoi. Et pour lui faire comprendre que là, il va falloir qu'on dorme bientôt parce que, et lui, il voulait pas parce qu'on était en plein vent. Et on arrive sur la dernière cabane, mais qu'on ne peut pas accéder, qui s'appelle Safety. Et Safety, même je suis pas bon en anglais, sécurité. Et elle porte pas bien son nom, cette cabane, parce que on peut pas y rentrer dedans. Donc, comme sécurité, tu reverras le nom. Et là, dans cette cabane, moi, j'étais épuisé, il a bien vu. Donc, il fait le tour quand même, voir si cette année-là, elle serait pas ouverte. Elle était toujours pas ouverte. Elle était vraiment bloquée. Et là, on dort entre 2 congères. Il savait on voit 2 congères qui nous protègent un peu du vent. Et là, on se met tous les deux, on dort, on sait que c'est la dernière nuit, on sait il faut qu'on arrive le lendemain. Et là, on décide de dormir. Mais là, par contre, comme on sait que le lendemain, on veut pas qu'il y en ait un qui s'endorme, on met tous les deux le réveil. Parce que, pas question qu'il y en ait un qui s'échappe. Donc, on dort à tous ces 2 congères pendant 2 heures. Et ça, ça nous a clairement permis de pouvoir terminer en bonne condition parce que là, j'étais vraiment épuisé. Et donc 2 heures, là, c'est. pas de tente, hein, toujours. Non, toujours pas de tente. Là, on sort notre. Lui, c'était pareil. Il avait son bivibac tous les deux. On rentre dedans. Là, j'ai pas compté jusqu'à 3 que je dormais. J'étais épuisé. 24 heures d'affilée. C'est dans des conditions pareilles, avec du vent. En plus, on mettait les raquettes en permanence, donc ça épuise. Il y avait tellement de neige que c'était difficile. Et le lendemain, d'ailleurs, ça a été pareil. On a remis les raquettes et on finit on finit un homme, voilà, main dans la main. Génial. Voilà, c'est super. Belle histoire, ça. Ouais. Super belle histoire. Tu dirais que c'est. Bon, alors, peut-être les points positifs d'abord. Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué? Est-ce que tu as vécu quelque chose sur cette course que tu n'avais pas vécu sur d'autres courses? Que ce soit les paysages, tu vois, justement, cette solidarité. Je sais pas si tu avais déjà fait, du coup, 2 tiers d'une course avec la même personne et franchi la ligne d'arrivée avec lui. Mais est-ce qu'il y a vraiment des choses, tu vois, qui t'ont profondément marqué de positif avec l'Iditarod 1600 km? Oui, bien sûr. Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire 12 jours ou faire 25, c'est complètement différent. C'est vraiment, ça m'a marqué, le fait qu'on soit vraiment livré à nous-mêmes, mais sans un poste de contrôle où quelque part c'est un endroit chaleureux. On nous attend. Donc on nous attend et quand on est attendu, c'est toujours un réconfort. Ouais. Là, il y a rien, il y a personne qui t'attend nulle part. Donc t'as zéro réconfort sur la distance. Enfin, à partir des 500, la première course, les 560. Après, il n'y a personne qui t'attend. Donc ça, c'était quand même complètement différent. L'usure du temps, c'est quand même long. 25 jours,
c'est quand même pas rien de faire la distance. J'avais jamais vécu aussi long aussi, et ça fait quand même aussi. Alors bien sûr, on s'y habitue, puis on oublie vite. Maintenant, j'avoue que au bout de 2 mois, heureusement, on est constitué, on se rappelle, mais on oublie quand même Ouais. tout ce qui nous intéresse, on le met de côté, quoi. En fait, tout ce qui nous intéresse pas, on le met de côté. Donc ça, on oublie vite. Après, vivre l'arrivée avec quelqu'un, je l'avais déjà vécu avec Dominique Audry quand on a fait la 1000. Donc ça, c'est vrai que je l'ai vécu. Ça me dérange pas. Des fois, c'est chouette aussi de partager des choses. J'aime bien finir seul. Faut pas se mentir. J'aime bien finir seul parce que c'est des sports individuels malgré tout. Mais c'est tellement long que des fois, c'est un réconfort. Notamment là, c'était un réconfort et une sécurité d'être à deux, voire trois par moment. Et ça a été quand même bénéfique. Je dirais, si je devais y revenir, ce qui n'arrivera certainement pas, mais si je devais y revenir, j'aurais moins de choses à appréhender. J'ai l'expérience maintenant pour le vivre seul et vraiment à 100%, avec vraiment en étant en sécurité. Parce que le vivre seul, je peux le vivre seul. Mais en étant vraiment en sécurité, j'ai tous les paramètres à ma possession maintenant pour réussir. Et ça, c'est quand même important. Donc ça m'a marqué. Et j'avoue que je l'ai vécu nulle part, ce que j'ai vécu là, dans aucune course par rapport à tout ce que je viens de dire. Ça, je l'ai vécu nulle part. Et c'est ce qui en fera certainement la course, l'aboutissement de ma petite carrière sportive, mais aussi ce qui est pour moi le plus important, c'est surtout d'être arrivé au bout de mon objectif. C'était ça le plus important. Voilà, je me suis donné les moyens d'arriver jusqu'au bout de l'objectif. Et bien sûr que sur le parcours, il y a eu des moments de doute. On a beau avoir souvent, je parlais tout à l'heure de temps forts et de temps faibles, et c'est vrai que c'est difficile de gérer les temps forts et faibles, mais là, c'est encore plus dur parce que on sait que là, il y a des conséquences qui peuvent être très dangereuses, donc il faut pas se tromper. On n'a pas droit à l'erreur et quand on en fait une bêtise, on a 10 minutes pour trouver une solution, quoi. Ouais. Et quand on peut la trouver. Parce que j'ai vu quand même de sacrées injures cette année que j'avais jamais vu d'ailleurs parce que j'en ai entendu parler, j'ai parlé d'un accident qui était arrivé, tout ça, on sait que ça peut arriver puisqu'on en entend parler, mais le voir vraiment, j'ai vu quand même un cycliste qui a perdu ses 10 doigts. J'ai vu ses doigts noirs. Je suis pas spécialiste de l'engelure, mais j'avais compris que c'était grave et on a appris qu'il les a perdu les 10. Il est tombé dans l'eau. La première nuit, il est tombé dans l'eau. Et à part moins 35, ça pardonne pas, quoi. Si tu trouves pas là, il a pas pu allumer son feu. Je savais même pas s'il en avait. Et c'était donc un cycliste, comme je dis, et je l'avais croisé 2 fois à contresens sur le parcours. Et déjà, je trouvais bizarre qu'il soit toujours en contresens. Dans la première nuit, j'ai dit, il doit avoir un problème de GPS, enfin, je sais pas ce qui se passe. Et quand j'ai vu que c'était lui qui avait perdu ses 10 doigts dans cette nuit, je lui ai dit, il a vraiment dû se tromper parce que moi, j'avais pas vu de zone d'eau dans la première nuit. Et on fait pas ces courses pour arriver à des drames pareils, quoi. On fait ces courses parce que je suis pas maso. Moi, quand je pars et quand j'ai fait mes courses polaires, j'ai bien dit à mes enfants et à mon épouse, le but c'est de revenir vous raconter des histoires, mais c'est pas vous dire excusez-moi, excusez-moi ou c'est dommage ce qui m'est arrivé. Non, ça, je suis un compétiteur, mais pas à n'importe quel prix. Mm. Et je mets toutes les chances pour réussir, mais s'il faut que je m'arrête parce qu'il y a un phénomène, je le ferai, quoi. Parce que c'est le plus important, c'est de revivre des aventures, de vivre de les partager quand elles sont réussies, ou même quand elles sont pas réussies, parce que ça aussi, c'est intéressant de partager. Mais c'est pas à n'importe quel prix. Ça, Mm. j'y tiens et ça sera toujours ma motivation sur ce type de course, quoi. C'est un super point parce que c'est vrai que je pense que c'est vraiment une question de référentiel, tu vois. Pour, j'ai envie de dire 99,9% des mortels qui n'ont pas ton référentiel, pour qui courir un 1600 km, c'est complètement inimaginable. Si on t'entend pas dire ce que tu viens de dire, tu vois, c'est-à-dire que tu es un compétiteur mais pas à n'importe quel prix, je pense que ça peut être assez facile de se dire ah, mais c'est quelqu'un qui aime se faire mal, tu vois, qui cherche le défi, la difficulté, etc. Mais comme tu l'as dit, en fait, c'est des années de préparation, c'est un aboutissement, ça fait plus de 10 ans que tu fais ça,
Et c'est juste que toi, ton référentiel, c'est pas du tout le même que la plupart des gens. Donc voilà, tu joues pas avec les mêmes paramètres en fait. Mais comme tu le disais, de la même manière que de pas avoir fait de Ditarot 560, de ce que je comprends là, aujourd'hui, tu considères que ça aurait pu être une erreur de faire tout de suite le 1600. Totalement, je le dis, alors même sur le moment, comme je disais, je pensais qu'avec mon expérience du Yukon, ça suffirait, ben non, ça suffit pas, non. Et j'ai pas répondu à ta question tout à l'heure, mais est-ce que les paysages sont différents? Qu'est-ce que tu penses? Et ça aussi, c'était complètement différent. Mais du Yukon, c'est axé monocorde, je veux dire, c'est toujours pareil, c'est vallonné, mais pas trop. Là, on est de la montagne, on est vallonné, on passe des rivières. L'année avant, j'avais carrément des waders pour passer des rivières avec ma luge sur le dos, qui fait 26 kilos en marchant sur des savonnettes. Bon, et si tu tombes, tu sais que là, il te fait geler, quoi. Donc, tout ça, c'est appréhender la course différemment. On est dans encore une fois, une course, mais quelque part une expé, quoi. Parce que Ouais. dans tous les cas, et ça, quand j'avais fait le Yukon, j'avais fait le stage de polaire et mon instructeur m'avait dit, tu sais Thierry, si tu as un problème, tu peux déclencher ta valise, hein, mais c'est inutile. Parce que tu la déclenches, le temps qu'ils arrivent, c'est C'est foutu. gelé. Ouais. Tu as toutes les solutions dans ta luge, il faut que tu réfléchisses, c'est tout. Toutes les solutions sont dans ta luge, c'est-à-dire que tu tombes dans l'eau, tu as des affaires pour te changer, t'as ton réchaud pour d'abord te réchauffer, tu peux allumer un feu. Tout ça, tu l'as appris, on l'apprend. Mais n'attends pas toujours. Et ça reflète un peu ce qu'on recherche aussi, c'est-à-dire être un peu autonome. On est tellement, même si de l'ultra, alors il y a des gens qui vont sauter au plafond, mais on est tellement aseptisé. Les courses, maintenant, il faut toujours, dès qu'il y a un problème de balisage, on crie sur l'organisateur, au scandale, parce que vous avez osé nous faire ça. Mais attendez, les gars, vous faites des courses, mais renseignez-vous sur les règlements, renseignez-vous sur le parcours, arrêtez de pleurer. C'est dingue, ça. Moi, j'entends tellement de gens qui se plaignent, mais ne faites pas ces courses si ça vous convient pas. Arrêtez de vous plaindre sur l'organisateur, c'est déjà tellement compliqué d'organiser des choses Ouais. que surtout dans notre pays, c'est encore pire parce qu'on a quand même des sécurités que ça, même ça vous va pas encore. Alors que nous, quand même, on est les champions de la sécurité. Mais voilà, il y a des gens qui cherchent la sécurité. Il y a des courses qui correspondent à ce qu'ils cherchent et ils ont raison parce qu'il faut pas aller au-delà de ce qu'on se sent capable de faire. Ça, c'est évident. Et puis, il faut y trouver son plaisir. Mais il y a aussi des courses pour des gens comme moi qui cherchent autre chose, qui cherchent des aventures quelque part. C'est une course, mais c'est ça, certainement d'abord une aventure. Une aventure, bon, où il y a une compète, bon, mais parce que j'aime bien ton dossard, c'est un peu dans mes gènes, j'aime ça, quoi. Mais au-delà de ça, il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Il faut Ouais. mais c'est surtout qu'on arrête de vouloir toujours assister partout. Il faut qu'on soit responsable de nous-mêmes. Arrêter de dire que quand on s'engage sur une course, il peut arriver des phénomènes météorologiques, et même en France, c'est arrivé. Il y a eu de graves accidents, il y a eu même des morts sur des courses parce que justement, la météo elle a changé. Mais ça, on le sait, quand on prend un départ, on sait que ça peut arriver. Quand on va en montagne, même ne serait-ce que pour s'entraîner, quand on part, on n'a pas d'organisation, mais on a tout notre équipement sur nous. Et pourquoi on l'aurait pas pourquoi on râle parce qu'il faut qu'on porte 200 grammes de plus parce qu'il faut une veste spéciale? C'est parce qu'il y a ce genre de choses. Parce qu'on est obligé de forcer les gens à être raisonnables. Et c'est ça qui est un peu dérangeant par moment, de toujours être obligé de dire bah, faites ceci, faites cela. Moi j'aime les courses où voilà, on nous laisse libre parce qu'on est responsable. Mais c'est pas pour ça que après j'assume. Hein. Moi des fois, quand je suis dans le désert, je suis plutôt un minimaliste là. Hein, parce que j'emporte le moins possible. Hein. Même mon duvet, c'est le plus léger du monde, hein, ça c'est clair. Hein. Mais c'est comme ça, je sais que je suis capable de tenir. Moi, en général, même dans le désert, je dors sans duvet. Donc, je sais comment je suis capable. Mais j'ai un peu d'expérience maintenant. Ouais. Mes premiers duvets, c'était pas comme ça. Mes premiers duvets, c'était épais. Voilà, mais au fur et à mesure, j'ai baissé en grammage. Voilà, j'ai toujours un duvet, mais c'est le plus petit, le plus léger. Ça, c'est clair. Même si c'est pas mon gabarit, il est XS. Une astuce qu'on m'avait donnée, de prendre des matelas de sol gabarit femme XS. Donc moi je fais 1m91, tu vois. Je dis, ouais, mais au moins tu gagnes du poids, t'as les jambes par terre, mais tu vois, t'as au moins une moitié de confort. Mais si t'as envie de le faire, fais-le. Il n'y a Voilà. pas de problème. C'est toi qui vas avoir mal pendant ta course. Quand tu vas dormir, tu vas dire quelle connerie, quelle connerie. C'est-à-dire, on a tellement fait des bêtises, et j'en ferai encore, mais la sécurité, quand même, c'est primordial. Et c'est Ouais. pour ça que même les vestes étanches,
Tu parles de Nahu, mais on parlait là sur le Mont Calme, les gens qui s'offusquent d'aller au Mont Calme ou faire la pica avec le matériel obligatoire. Ah non, mais non, non, mais attendez, vous allez en pleine montagne, à des endroits où on peut peut-être pas aller vous chercher. Oh les gars, réfléchissez. Ouais. C'est pas, on fait pas ça parce que l'organisateur, alors, certes, il se couvre aussi, mais c'est raisonnable que de prendre une veste qui va bien, une tenue de pluie si on est coincé. Enfin, tout ça, c'est la montagne, quoi. Ouais. Et voilà. Très bon point. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il faut rester vachement humble par rapport à ces environnements. Oui. Tu vois, j'ai le GR20 en tête, où les 2 fois où je l'ai fait, il y a eu des morts, des gens qui étaient pris dans des tempêtes, tu vois, de neige, en plein mois de juillet-août, en Corse. Où tu te dis, quand tu connais pas, tu te dis, bah en fait, je vais en Corse, soleil, tongs, tu vois, short. Bah non, en fait, en altitude, tu te prends de la neige et bah ça peut faire de gros accidents si t'es pas préparé. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Et en parlant de ça d'ailleurs, est-ce que t'as donc je voulais te poser une question, tu vois, tu parlais des moments de haut, de bas, peut-être pour finir, je regarde l'heure, yes. Tu parlais des moments de haut, de bas, donc j'ai l'impression que cet épisode avec le refuge euh, où t'as pas pu te réfugier, où tu t'es retrouvé avec le groupe électrogène, c'était un peu un moment de bas. Mais là, par rapport à ce que tu évoquais, le fait que finalement l'objectif c'est d'avoir toutes les solutions dans ta luge, est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose à un moment donné pendant ces 25 jours où bah t'as dû ouvrir la luge et en gros réaliser un certain nombre d'actions pour te sauver la vie à toi-même en fait. Pas sur la luge, mais dans ce phénomène, hein, on parle de moments bas. Là, c'était vraiment des moments très très bas, qui ont même frisé, pas l'abandon, mais pas loin. Parce que et il m'arrive donc j'ai mal au dos, je reviens. Ils me disent dans le Covid, j'ai dit c'est pas possible, je peux pas me récupérer, je suis à le groupe électrogène. Et là, j'ai dit je vais manger. Et là, je veux manger et je mets ma veste grand froid. Je prends mon réchaud et un réchaud, c'est un réchaud essence, mais j'avais mal fermé le bouchon. J'ai mal fermé le bouchon de l'essence où c'est que j'avais rempli 70 km avant. Et ça s'est déversé dans mes gants que j'utilise que pour le réchaud. Et moi, je suis tellement fatigué, tellement énervé, tellement, enfin, plein de choses, une journée noire, que ben, je mets ces deux gants, je mets ma veste donc grand froid, et quand j'allume l'essence, puisque c'est de l'essence là, c'est pas, sinon ça gèle, le gaz, c'est de l'essence. Mes deux gants prennent le feu et ma veste, le devant, elle prend feu. Je saute dans la neige, je plonge pour mettre c'est de la glace, alors tu plonges pas comme facilement, mais j'éteins vite le feu, j'ai aucun problème sur les mains, rien. Mais là, j'ai dit, mais c'est bon, là, j'arrête, stop, c'est fini, j'arrête. Il y a trop de paramètres aujourd'hui, c'est tout dans la même journée, tout condensé, c'est trop, c'est fini pour moi, j'arrête. Et puis, il y avait un gars qui était à côté de moi, il voit un peu le truc, et je me suis dit de me prendre pour vraiment un touriste de base, hein, vraiment incroyable. J'étais à me dire, mais comment je vais faire pour arrêter maintenant? Ben, il va falloir que je déclenche. Enfin, j'étais dans un poste de contrôle, donc je vais dire à l'organisateur s'il peut me trouver un avion pour rentrer, quoi. En plus, j'avais la piste pas très loin. Je top, j'arrête. Et puis là, le gars qui m'a vu, il m'a jeté un scotch, quoi. Il me jette un scotch. Bon, au début, j'ai dit qu'est-ce qu'il me fait? Et puis j'ai compris. En fait, c'est ta veste qui est brûlée sur le devant, mais tu mets du scotch, quoi. Voilà. Non, mais, et là, ça a été le déclic. Et en fait, c'est même plus que le déclic. Là, c'est un peu ce qui va me servir pour toute la course. Le scotch. Il me donne un scotch et qui va me permettre de réparer. Ben ouais, t'es en Alaska ici, garçon. Arrête de te plaindre. T'es là pour, c'est quoi, devant? T'as 10 cm qu'il y a plus il y a plus d'isolant. Mais tu monteras tes gants un peu plus haut, c'est pas grave. Là, je me parle, là. Là, je suis allé chercher très loin pour me parler. Je me parle, je me dis, mais arrête de te plaindre. T'es en Alaska. Ici, t'es en milieu hostile. On te donne, il faut trouver une solution. Et c'est pas pour une veste, bien sûr, elle ressemble à rien ta veste, mais ce n'est pas un défilé de mode. Et donc, ben, ça, c'est un déclic toute la course. Et toute ma course, j'ai pensé à ça. Toute ma course, j'ai dit, écoute, j'avais un problème, pense au scotch. J'avais mon bâton, je l'ai coupé 3 fois, mon bâton, parce que ma luge m'a fauché 3 fois, enfin bref. J'ai pris un coup de scotch. Je fermais un coup de scotch. J'ai coupé mon bâton à un moment donné, il fallait que je le répare. J'ai pas eu le temps. Donc en attendant, j'ai pris les bâtons qui jalonnaient le parcours pour les musher là. C'était à peu près la hauteur de mon truc, sauf qu'il fait une tonne le bâton. Ben j'ai pris le bâton, c'était plus un problème. Et tout problème avait une solution. Et c'est ça un peu. Tu vois, j'avais une autre philosophie quoi. Là, il n'y avait plus de temps faible, c'était que des temps forts. C'est-à-dire que t'as un problème, c'est bon, tu prends, tu trouves une solution. Il y a que des solutions si tu y réfléchis quoi. Encore une fois.
Et voilà, donc j'ai pas eu de grave truc. Ça a été un déclic. C'est un déclic, je pense, ça va être un déclic pour toute ma vie, cette histoire de scotch. Parce que je pense que j'ai des flashs encore de cette situation où je me dis, c'est fini. C'est fini là, c'est terminé là. Tu rentres à la maison et le type il me jette le scotch, quoi. Donc, C'est une super histoire, hein. et Comme à quoi, des chaque, fois, et à chacun a trouvé son scotch. ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Et puis finalement, tu vois, moi, ce que je retiens aussi de ce genre d'histoire, c'est faut pas sous-estimer l'impact qu'on peut avoir sur les gens, tu vois. Peut-être que pour ce gars, il se disait, bon, bah voilà, peut-être qu'il s'en rappelle même pas, tu vois, qu'il t'a balancé un Ah, rouleau de scotch. c'est clair. Mais en réalité, il t'a sauvé ta course et il t'a fait apprendre un truc qui va te Ah, rester, enfin, mais, en ah termes ouais, d'état ouais, d'esprit toute ta vie, quoi. ah, mais clairement, et tu te dis, mais le pire moment de ta vie, c'est peut-être quelque chose qui va t'aider dans toute ta vie, quoi. Ouais, C'est, parce que c'est anodin. Mais pour moi, ça a été un déclic et je m'en suis servi. Ça a été un levier dans des moments difficiles. Et bien sûr, on peut pas raconter parce que sinon ça ferait 4 heures ton podcast. Hein, mais sinon, des moments difficiles sur 1600, t'en as beaucoup et il faut t'accrocher. Oh ouais, je peux te raconter, j'en ai eu plein. Une histoire dans un refuge, j'avais plus rien à manger. J'ai fait 18 heures avec une tablette de chocolat et quand le matin, j'ai eu honte, mais j'ai volé la barre de survie qu'il y avait dans le. Mais moi, j'étais en mode de survie là, donc j'ai pas eu honte trop longtemps. Mais j'ai pris la barre qu'il y avait à l'intérieur du refuge parce que je savais que j'avais 18 heures à faire, j'avais que ça, j'avais plus rien à manger. Donc tu vois, j'avais beaucoup d'histoires. C'est parce que des- l'alimentation, tu parlais de la tablette de chocolat, là. T'as tout ouais. sur toi dans la veste pour pas que ça gèle? Comment tu En fais? Parce fait, que ce que tu l'as dans ta luge, mais tu peux pas avoir tout sur toi. Mais dès que tu as besoin de manger, tu le mets sur toi. Donc, pour qu'elle se mette à température et que tu puisses, même une tablette de chocolat, il sera moins dur. Si tu le mets sur toi, mais même pour tout. Et l'eau, c'est pareil. ouais, L'eau, tu le mets. Moi, je le mettais à l'intérieur, je mettais une bouteille, mais il y en a qui mettent des camelback. Moi, j'ai horreur de boire dans le camelback, donc je mets une bouteille. Alors, c'est pas très pratique la bouteille, je l'avoue que je sais pas si je recommencerai pas avec un camel, au moins essayer parce que c'est plus pratique. Mais voilà, tu essayes de prendre au fur et à mesure. Et après, bien sûr, les rations de base, c'est le lyophilisé. Donc là, ouais. tu le fais que quand tu t'arrêtes vraiment. Alors des fois, tu es tellement épuisé dans la journée que tu le fais, même si je te disais que je le faisais pas. Mais j'essaye quand même des fois de m'arrêter si vraiment j'ai vraiment besoin. Je m'arrête, je perds une demi-heure pour le réchaud parce que c'est toute une mise en route. Hein, le réchaud, euh, c'est c'est quand même pas une action facile. Il faut mettre en pression l'essence. Il faut vite fermer pour que ça rentre dans une coupole. Mais ça aussi, j'ai tellement appris à allumer un réchaud. Je savais allumer un réchaud, mais maintenant, je sais parfaitement allumer un réchaud. Mais grâce à Béat qui m'a appris, il m'a tellement allumé parce que je le faisais pas bien. Et puis, je le faisais pas bien, je me punissais à moi parce que j'allumais le réchaud dehors, alors que lui, il l'aurait allumé dans le refuge en bois. Parce Ouais. que lui, il savait faire des petites flammes de 20 centimètres, moi, il faisait 1 mètre de haut. Donc, j'allais pas mettre le feu au refuge, quoi. Et tout ça, ça fait une telle différence quand tu manges, parce que dans des poils à l'intérieur, donc là aussi, tu vois, ça peut être long. Mais quand tu fais 18 heures, tu t'arrêtes. Première chose que tu fais, tu coupes du bois. Tu vas pas te reposer, tu vas Ouais. couper du bois parce que si tu veux te réchauffer, sécher tes affaires, et dans la cabane il y a tout le temps un poêle, mais il faut couper le bois, parce que personne ne l'a fait à ta place. Et tout ça, c'est 1 heure pour couper du bois, rentrer du bois pour en avoir suffisamment. Et la nuit, on s'arrête pas longtemps, on s'arrête 4 heures des fois. Mais 4 heures, ben, il faut alimenter le feu, hein, c'est personne qui va te l'alimenter. Donc, il faut te réveiller à tour de rôle, voilà, bon. Et tout ça, ça fait que, voilà, c'est plein de petits détails encore qui font que ben, ces courses-là, ça reste des courses exceptionnelles. Punaise. J'allais te dire, ça fait rêver. Je sais pas vraiment, en fait, tu vois, mais en tout cas, la Spine, on en a parlé il y a un petit moment là déjà dans l'échange, mais la Spine, je l'avais en tête depuis un moment et j'ai croisé des gens qui l'avaient, je crois un gars qui l'avait gagné même pendant la PTL l'été dernier. Et on en avait pas mal parlé et j'ai l'impression que ça pourrait être une bonne première étape pour se frotter à ce genre d'environnement. Mais, Ah ouais, franchement, je recommande. je vois que Je t'as le la t-shirt. recommande parce que là aussi, je te dis encore une fois, cette course, elle m'a vraiment marqué. Ouais. Vraiment, vraiment.
Dernière question, Thierry. Après, je te laisse tranquille. Lydie Tarot, donc 25 jours, vous franchissez la ligne d'arrivée à deux. Aujourd'hui, avec 2 mois de recul, ce que tu dis, c'est que c'est clairement l'aboutissement, la course. Je sais pas si je vais utiliser le terme, je sais pas si tu le reconnais, mais la course de ta vie. Comment tu te sens quand t'arrives du coup à la fin de ce périple? Qu'est-ce qui te passe par la tête quand tu franchis Tu, la tu, ligne? tu sens rien. En fait, tu es juste content d'une chose, c'est que le soir même, tu vas pas dormir dehors. T'es content de ça. Tu te dis, bon, enfin, je vais dormir à l'intérieur. Ça, c'est ce que c'est les premiers ressentis. Et puis, tu es tellement fatigué que t'as aucun ressenti, en fait. Et ça m'a fait partir un peu au Yukon. T'as rien, t'es un peu livide, Ouais, tu es tellement épuisé. Je voulais rentrer, il faut savoir que la petite anecdote, je voulais rentrer de suite, moi. Moi, je suis rentré, j'ai fini, il faut que je rentre parce que ça faisait longtemps que j'étais parti, je voulais voir ma famille et tout ça. Et je voulais rentrer, mais mon épouse qui me connaît parfaitement, et puis qui m'avait vu quand même en photo, et on faisait beaucoup de Skype, et elle a vu la tête que j'avais, et puis j'avais quand même des brûlures, tout ça. Elle me dit, je pense que Thierry, ce serait quand même mieux. J'étais réservé un hôtel en Corrèze. J'ai envie que tu rentres, mais je pense que ça serait quand même mieux que tu restes quelques jours encore. Et elle avait raison, hein, parce que j'ai passé 3 jours, alors je dormais pas bien, parce que tu dors pas bien, t'es complètement t'es décalé, mais décalé, ouais. tu récupères un peu, quoi. Tu récupères, tu cicatrises un peu aussi, donc tout ça, ça fait que quand tu arrives aussi à la maison, ouais, tu fais pas peur à tout le monde, quoi. Ouais. Et voilà, donc voilà, c'était une arrivée tellement difficile. Les jours où tu dors pas, t'es complètement perturbé. Ça me fait pareil au Yukon. L'alimentation, c'est difficile, tout ça. Voilà, et puis t'es quand même, t'es quand même sorti du contexte de ta vie de tous les jours, et faut retomber un peu. Et ces 3 jours m'ont permis de retomber. Ils m'ont permis, même si je faisais pas grand chose, même si je sortais de temps en temps, j'allais marcher un peu, mais parce que je peux pas rester enfermé dans une chambre, c'est difficile. Mais ça m'a permis de récupérer mentalement. Ça m'a permis d'apprendre un peu j'allais vivre après différemment. Enfin, de prendre le temps de me préparer à cette réacclimatation quelque part à Hmm. la vie quotidienne. Et j'avais besoin de ces 3 jours. Et oui, et puis bon, en rentrant, j'avais besoin encore de récupérer pendant quelques semaines. Voilà, et puis de partager aussi. Il y a eu le moment de la récup, maintenant on est dans le moment du partage. Ouais. Voilà, donc j'interviens pas mal sur plein de sujets, et donc c'est intéressant parce que maintenant voilà, j'ai le recul nécessaire pour pouvoir le faire. J'ai encore toutes ces belles images, et puis à un moment donné, bon, c'est chouette aussi parce que c'est un peu ça. C'est bien de les vivre, mais c'est tellement mieux de les partager parce Ouais. que même si c'est des sports individuels, on a forcément des choses à dire, et c'est chouette de pouvoir en parler, quoi. Un livre, ça pourrait Ouais, se faire un ouais, jour, bien hein. sûr. Ouais, ouais, bien Ouais. sûr. Ah ouais. C'est dans les tuyaux. Ouais, Génial. voilà, c'est dans les tuyaux là. Et puis un livre sur un peu sur ce que j'ai pu faire dans ces 20 dernières années, puisque quand même, ça fait presque 20 ans que pas tout à fait 18, mais que je fais ce genre de course. Et puis, avant de me préparer pour voilà, maintenant que j'ai passé, comme je disais, c'était un aboutissement. Maintenant, j'ai envie de vivre d'autres choses un peu différentes. Et voilà, la prochaine belle aventure, elle va arriver en 2025, quoi. Avec ton fils, Et c'est ça? mon fils, ouais, tout à fait, ouais, ce tour du monde un peu particulier, euh, qui va être en grosse partie en vélo, alors en vélo de route sur une première partie, et puis après, le gros de l'expédition, enfin, du tour du monde, c'est la traversée de l'Atlantique, des Canaries jusqu'en Guadeloupe avec un bateau à rame. Et ça va être quelque chose de tout nouveau. Je connais rien. J'ai le bateau, il est juste à 10 mètres derrière moi. Mais je l'ai, le bateau, mais pour l'instant, il n'a pas touché l'eau encore, parce que j'ai pas eu le temps. Mais je vais me donner je vais me donner tous les moyens pour réussir, quoi. Et puis, en plus, cette fois-ci, j'y suis avec mon fils, et ça, c'était pas prévu. C'était une belle surprise. Alors, au début, c'était pas une belle surprise parce que il y a quand même plein d'interrogations quand on a un projet comme ça, et on sait que il y a des risques. Donc, bon, les mesurer pour soi, ça va, mais Ouais. les mesurer pour quelqu'un d'autre, c'est différent. Mais bon, il en a émis l'envie, la motivation. Je lui ai fait voir quelques films. Il m'a dit, OK, d'accord. Au début, pourquoi tu m'as fait voir ces films? Et je dis, ben oui, je sais pourquoi je te les ai fait voir. Parce que je voulais que tu te rendes compte de ce que tu vas vivre. Ouais. Voilà.
notamment la traversée de Gérard Damoville quand il a traversé le Pacifique. Donc, alors bon, là, j'ai forcé le trait, bien sûr, parce que la traversée du Pacifique, on va pas la comparer à l'Atlantique, mais on ne sait pas. Maintenant, les conditions météo font qu'on peut attraper une tempête n'importe où sur le globe. Donc, Parce voilà, qu'il aura quel âge ton fils en 2025? il a 18 ans, donc il aura 20 ans. Il aura 20 ans. Et voilà, donc ça va être génial. On est complètement différents. Même en gabarit, lui, c'est plutôt en seconde ligne. Moi, j'étais demi-mêlée. Donc, on est complètement différents. Mais voilà, on va certainement vivre des moments durs, certes, mais aussi des beaux moments. Et c'est ça l'essentiel, quoi. Ça va certainement le construire aussi dans sa vie d'adulte. C'était pas l'objectif, mais je pense que ça va le devenir et il va se rendre compte aussi un peu en relation avec ce que je disais tout à l'heure sur le fait de croire toujours qu'on est mal loti, quoi. C'est quand on va traverser les steppes de Mongolie ou qu'on va arriver au Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, on va voir vraiment la difficulté qu'ont les gens au quotidien et que nous on n'est pas trop mal, quoi. Et voilà, c'est bien. Alors c'est pas pour faire toujours toujours dire oui mais ça va on se plaint toujours, mais non, c'est pas ça l'histoire. C'est juste se rendre compte que on est dans un super pays, on est assez privilégié malgré tout, et que on a la chance de pouvoir vivre des choses fabuleuses. Même on n'a pas besoin de faire le tour du monde comme je fais moi, mais il y a des choses très près qui sont magnifiques. Il faut juste avoir envie de le faire, quoi. C'est tout, et se donner les moyens d'y arriver, c'est tout. Et je veux qu'au moins ça l'aide là-dessus et qu'il se rende compte de ce que d'autres ont plus de difficultés à voir. Ouais, super message. Punaise. Eh ben écoute, merci beaucoup Thierry. Je me demandais si à Anchorage, du coup, sur ces 3 jours, tu t'étais un peu comme pendant le Tour, tu vois, tu t'étais connecté à un truc, inscrit à une nouvelle course, mais bon, visiblement non. Non, j'ai pas eu besoin parce que même si quelque part je l'ai fait aussi, mais j'ai tellement ce projet qui arrivait derrière, donc j'ai dit au moins, tu sais quoi, c'est que d'avoir réussi aussi. Je me suis dit et j'ai dit à ma femme quand j'étais sur le parcours, j'ai dit, tu sais, j'ai envie de finir aussi ce parcours pour une autre raison. C'est que surtout si le finir, pour pas que je me dise en rentrant, si je la termine pas, comment je vais faire pour y revenir, quoi. Donc, tu vois, parce que là, ça allait être un problème de timing, même si je pouvais aller encore l'année prochaine, mais je me suis dit, bon, moi, je me sors ça de la tête, j'ai fini. Ça y est, je suis allé au bout, et je peux me consacrer à ce tour du monde à 100%, même si l'année prochaine, je pense faire une course en Laponie suédoise cette fois-ci. Je pense sur la Lapland, c'est l'organisateur du Yukon qui fait une course depuis 2 ans en Laponie suédoise, qui fait 500 km. Et voilà, j'irai certainement faire ça parce que ça me plaît et que j'ai envie de me faire plaisir. Voilà. Mais à part ça, pas grand-chose. Excellent. Bah écoute Thierry, merci beaucoup, c'était génial. Curieux de voir s'il y a un livre en préparation dans les tuyaux. Écoute, je pense que je serai un des premiers à te l'acheter. Et vraiment, merci, c'était absolument génial. Bon préparatif pour 2025. Et puis peut-être qu'on se fera un épisode de débrief une fois que vous serez rentrés. Eh ben ouais, avec grand plaisir. Merci Loïc. Merci Thierry. Merci d'avoir écouté cette conversation avec Thierry jusqu'au bout. Je serais curieux de savoir combien de fois vous êtes dit au cours de l'épisode qu'il est effectivement complètement frappé. Quoi qu'il en soit, j'espère que son interview vous aura donné envie de vous lancer vous aussi dans les défis qui vous impressionnent. Envoyez-moi vos feedbacks sur le compte Instagram du podcast lesfrappés.podcast ou par email à hello@lesfrappés.com. Je vous propose chaque semaine du contenu entièrement gratuit que je m'efforce de rendre le plus qualitatif possible. Je fais absolument tout seul, ce qui demande énormément de temps et d'énergie. Pour valoriser mon travail et remercier tous ces frappés inspirants que je reçois, prenez quelques secondes maintenant pour laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Pensez également à partager cet épisode autour de vous à toutes les personnes qui sont intéressées par les sujets d'aventure et de dépassement. Merci pour votre fidélité, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode avec la vainqueur féminine de l'édition 2023 du Marathon des Sables.